Moi, j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires en tout sur Amazon depuis mes débuts. Genre, je suis à plus de 120 000 là. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait 123 000 euros de royalties dans ma poche. Donc, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est de royalties. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. En fait, souvent, les auteurs, tu sais, ils ont envie d'écrire le livre de leur vie, etc. pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils y ont pensé, et puis un jour, ils se lancent, ils écrivent leur livre, et au final, ça fait un méga flop parce qu'il n'y a pas de demande en face, il n'y a pas de recherche business, et du coup, c'est la grosse déception. La concurrence en France, est-ce qu'elle est claquée ou ça va? En toute transparence, la concurrence en France est de moins en moins claquée, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens forts, mais franchement, il y a encore énormément de trucs à faire, et enfin, ouais, non, la plupart des gens font de la merde, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast, le podcast Make Money, où on parle de business web, où on parle d'édition de site, où on parle de plein de choses. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube, on est avec Nicolas Rocher, notre pote qui est là pour nous parler de son parcours entrepreneurial, mais de son business que vous connaissez peut-être pas très bien, qui s'appelle Amazon KDP. Voilà, c'est un format qui est un peu différent pour le Wizard Podcast. On compte sur vous et je le dis en début d'épisode, n'oubliez pas de mettre des likes sur la vidéo YouTube, de mettre les étoiles sur Spotify, ça nous soutient à mort, ça soutient l'algorithme. Le format podcast, c'est un format difficile à pousser dans les algorithmes, donc n'hésitez pas à nous soutenir de cette manière-là et à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors, salut Nico. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est, je pense, qu'on va te laisser te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas forcément. Et puis après, on aura plein de questions à te poser. Ça marche. Bah écoutez, salut les gars, salut les Wizards, ça fait plaisir d'être avec vous. Je regarde pas mal de vos épisodes, donc super content d'être ici. Je m'appelle Nicolas Rocher, j'ai 27 ans. Et ça fait à peu près 3... Donc j'ai commencé en 2019 Amazon KDP, donc un peu comme tout le monde, je cherchais comment faire de l'argent en ligne, j'ai testé plein de petits trucs, du print on demand, de l'affiliation, voilà, qui n'ont pas forcément marché. Et puis à un moment, Amazon KDP, ça a bien marché pour moi, et du coup, depuis, je me suis spécialisé là-dedans. Donc j'ai deux business, en fait, j'ai Amazon KDP d'un côté, et puis j'en parle également sur ma chaîne YouTube, et donc j'ai aussi un business de créateur de contenu sur la thématique du business, et en particulier du business Amazon KDP. Donc voilà pour une petite présentation, et puis ensuite j'imagine qu'on découvrira KDP à travers les questions et tout ça. Carrément, là, la première question avant de laisser Franck t'en poser, ça va être d'essayer de dégrossir très grossièrement ce qu'est Amazon KDP, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ça ne dit rien du tout en fait. Ok, alors du coup, Amazon KDP, c'est une plateforme d'Amazon, comme il en existe plusieurs. Donc la plupart des gens, quand on pense business Amazon, on a l'impression qu'on fait de l'import-export. Donc on envoie du stock chez Amazon, on crée une fiche produit, et quand la personne elle achète le produit, le stock est envoyé à la personne. Et ça, c'est donc l'import-export avec Amazon, et c'est Amazon FBA. Donc en gros, ça c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais peut-être 80-90% des vendeurs Amazon utilisent FBA. Et en fait, le problème, c'est que tu as du stock, tu as de la gestion, tu as des frais parce qu'il faut investir dans la marchandise. Voilà, c'est compliqué, c'est chronophage, etc. Et en fait, tu as aussi d'autres plateformes qui existent, et notamment Amazon KDP, où en fait, tu vas pouvoir faire de l'impression à la demande de livres. Donc, à la base, c'est quelque chose qui est utile pour les auteurs auto-édités. Donc, tu veux écrire un livre, au lieu de passer par une maison d'édition et de prendre 10 refus, tu vas sur Amazon KDP, tu édites ton livre toi-même, et du coup, ensuite, donc, le livre est en ligne, et dès que la personne elle achète le livre, il est imprimé par Amazon et expédié par Amazon. Donc tu as zéro stock, tu as zéro produit, c'est hyper pratique, et tu peux te concentrer à ton boulot d'auteur et à écrire ton livre, promouvoir ton livre. Et du coup, ça a été créé à la base pour ça, pour les auteurs, et en fait, tu peux en faire un business, c'est-à-dire un petit peu créer une sorte de maison d'édition en ligne. Donc tu vas attaquer différentes niches, tu vas créer différents livres, tu crées la couverture, tu crées l'intérieur, etc. Tu mets des fiches produits en ligne, et une fois que tu as des fiches produits en ligne, les gens achètent. Le livre est imprimé, expédié chez eux, et toi tu touches une commission. Et donc c'est un business qui est super cool. Notamment, je sais qu'il y a une grosse communauté chez les Wizards qui aime bien le SEO, le côté passif. Tu crées un site, il est référencé sur long terme. C'est un peu ça aussi, c'est que une fois que tu as créé un livre sur Amazon, il est référencé sur long terme, et tu continues à toucher des commissions sans jamais investir dans un stock, sans jamais de gestion, quoi. Donc voilà grosso modo l'explication de Amazon KDP.
Ah, ton micro, il est trop bien. C'est un truc de C'est ouf. vrai. On s'est tellement fait niquer avec, avec Anto. Quand j'écoute ton micro, je me dis, mais putain, on est trop con, quoi. On aurait dû prendre celui-là Ah, direct au lieu de prendre notre micro l'avantage amical. de ne pas arriver le premier sur un truc, c'est que tu peux avoir les feedbacks des autres. C'est comme pas arriver le premier sur un business, on dit toujours être le premier sur un business c'est bien, sauf qu'en fait si tu arrives le deuxième ou le troisième, tu peux voir les erreurs des premiers. Et du coup bah, c'est grâce à vous les gars si j'ai ce micro quoi. Donc Bah merci écoute, parfait. pour la ref. Vas-y, Franck, je te laisse enchaîner. Merci, Bon, Nico, pour les explications. ma première question était justement que tu expliques grossièrement ce qu'était Amazon KDP, donc c'est cool, j'ai ma première réponse très complète. Moi, une des choses que je voulais savoir, c'est que du coup, tu nous expliques que Amazon, en gros, que toi, tu fais par exemple ton truc sur InDesign ou je sais pas quel logiciel tu utilises, t'envoies ça à Amazon, ils s'occupent de tout, ils printent. Je suppose que c'est eux qui prennent la majeure partie de l'argent au final, parce que c'est eux qui ont tous les coûts. Comment ça se passe? Est-ce que, en fait, combien te paye Amazon par livre vendu, par exemple? On peut détailler le pricing un peu. Donc en gros, c'est simple, c'est que tu as un livre, tu as un produit de vente, tu as un prix de vente, tu as un coût d'impression et tu prends 60% de la marge. Donc en gros, si tu vends un livre, par exemple 9,99 de 110 pages en noir et blanc, ça va coûter à peu près 3,50 € d'impression. Alors j'ai pas les chiffres précis en tête, hein, mais c'est à peu près ça. Donc du coup, il reste, si mes calculs sont bons, 6,50 de marge. Et donc toi, tu prends 60% de cette marge et Amazon prend 40% de la marge. Donc, tu gagnes à peu près 4 euros, quoi. Et donc, bah, ta royalties, elle va dépendre de ton prix, du type de livre, parce que tu peux faire des livres noirs et blancs, des livres en couleur, tu as plusieurs qualités de couleurs, tu as des livres reliés qui sont un peu cartonnés, des livres brochés qui sont plus souples, tu as différentes tailles, etc. Notamment, Amazon, ils ont mis à jour leur pricing récemment. Donc, suivant le type de livre que tu vas choisir, ça va varier un peu, mais grosso modo, tu gagnes beaucoup, beaucoup plus qu'une maison d'édition classique qui va te donner juste à peu près 10%, quoi. En général, les maisons d'édition, c'est 10%. Si tu as un auteur hyper connu, hyper stylé, peut-être 15%. Mais voilà, sur un livre à 20 balles, tu vas gagner 2 euros. Alors que là, sur Amazon KDP, si tu écris un livre à 20 euros de 200 pages, tu peux gagner plus de 10 euros de marge par vente, quoi. Donc, tu peux avoir des grosses marges sur Amazon KDP si tu as un prix qui est voilà, au-delà de 15 euros, ça fait des grosses marges, quoi. Ok, ouais, je me rendais pas compte que ça pouvait être autant. Après, je suppose que du coup, la plupart des gens essayent de focus sur le noir et blanc pour essayer de gratter le plus Ouais. de sous possible. Bah, d'ailleurs, moi y compris, hein, en plus, là, on a eu une évolution donc des coûts d'impression. Donc, j'avais toute une partie de ma bibliothèque qui était des livres, typiquement des livres pour enfants en couleur, peu de pages. Donc, du coup, ça, c'est les coûts qui ont explosé en termes d'impression récemment. Et donc, du coup, bah, on a beaucoup moins de royalties dessus. Donc là, depuis quelques mois, maintenant, je me focus plus sur des livres en noir et blanc. Et j'en avais déjà aussi des livres en noir et blanc qui, eux, n'ont pas perdu leur marge. Mais grosso modo, ce qui devient intéressant aujourd'hui, c'est soit tu as un livre en couleur, mais avec un prix plus élevé que 10 euros, ou soit tu as du noir et blanc. Et avec le noir et blanc, franchement, tu arrives à avoir des bonnes marges. Même si tu vends à 9,99, tu as quasiment 4 euros de marge si tu es entre 100 et 150 pages. Donc voilà. Ce qu'il faut pas, c'est faire des livres peu chers, en couleur, avec beaucoup de pages. Là, du coup, ça explose et t'as aucune marge, quoi. Ouais, ok. Et pour rester un peu dans cette question de chiffres, moi j'ai déjà vu passer des interviews justement sur ta chaîne. Il y a quand même moyen de chiffrer très gros. Je pense que des gens qui nous écoutent là ne peuvent pas imaginer, mais tu as ce côté très passif, comme tu nous dis, enfin passif. C'est jamais 100% passif, un business, on le sait tous, mais tu as ce côté où tu crées quelque chose et pendant des mois et des mois, Ouais. il va vendre. Euh, Toi, je sais que du coup, tu as t'as des clients de ta formation, des élèves qui ont fait des chiffres hyper impressionnants. Quelqu'un qui est assez, pas exceptionnel, mais quelqu'un qui est assez bon, qui se passionne pour ça, qui se dit je vais travailler tous les jours sur ce business, j'ai envie que ça soit mon nouveau business. C'est quoi à peu près la fourchette de gains que tu peux faire humainement en étant une petite équipe tout seul avec peut-être un dessinateur et un scénariste ou... Mhm. Alors, du coup, moi, enfin, on va essayer de prendre un exemple avec un livre. Donc, par exemple, souvent, je prends cet exemple, un livre là qui est sorti en 2023 sur la gestion du stress pour adultes, qui marche bien, mais qui est pas non plus un ultra best-seller. Franchement, avec les bonnes méthodes, etc., quand tu fais un livre correctement, tu peux faire, on va dire, une dizaine de ventes par jour. Donc, avec un livre.
avec un petit peu de ads, etc. On en reparlera, mais voilà, 10 ventes par jour. Si ton livre, il fait 15 euros et que du coup, tu as 150 pages en noir et blanc, tu vas aller toucher 7 euros. 6 euros, allez, à peu près, je pense que c'est plus proche de 6 que de 7, on va faire le calcul. Donc si tu fais 6 fois 10 ventes par jour, fois 30, ça fait 1800 euros par mois de royalties avec un livre. Donc, allez, on va enlever 30% de ads parce qu'on a aussi, tu payes du Amazon Ads, donc c'est le principe du coût par clic, donc tu payes à chaque fois que quelqu'un clique sur ta fiche produit. Donc, après, ça dépend si tu es bon ads, la conversion de ton livre, etc. Mais disons que même en étant un petit peu fort, en étant un petit peu large, tu enlèves 30% de pub, donc on multiplie par 0,7, ça fait 1200 euros de profit par mois avec un livre qui n'est pas non plus un best-seller mondial, quoi. Enfin, ça va, faire 10 ventes par jour, ça se fait, quoi. Donc du coup, bah, si tu dis que tu fais, je sais pas, 4-5 livres par an, que tu en as un sur deux qui marche, que tu fais ça 1 ou 2 ans, franchement, tu peux arriver à des chiffres assez importants. Moi, j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires en tout sur Amazon depuis mes débuts. Genre, je suis à plus de 120 000 là. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait 123 000 euros de royalties dans ma poche. Donc, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est de royalties. Et j'ai des membres qui ont fait, par exemple, 60 000 euros en un an. Donc un qui il était cuisinier, il connaissait absolument rien au business, rien à l'édition, etc. Il s'est mis à faire des livres et puis bon, la première année, les revenus augmentent, etc. Et puis sa deuxième année, 60 000 euros de profit, de royalties dans sa poche. Et si on veut aller être encore plus ambitieux, j'ai donc il y a Clément qui d'ailleurs aujourd'hui est mon associé. Lui, il a fait quasiment 90 000 euros de royalties en un seul mois de décembre l'année dernière. Et ça représente quasi Ouais. 200 000 euros de royalties sur l'année parce que, voilà, Q4, donc la dernière partie de l'année, c'est souvent les ventes explosent sur Amazon parce que tu as les achats de Noël, etc. Donc 90 000 euros sur un seul mois, c'est pour montrer un peu la puissance du truc. Avec Mais un sur livre, l'année, ça fait Nico? 200 000. Non, non, pas avec un livre. Donc là, on est avec une bonne collection on va dire, une bonne dizaine de livres, quoi. Mais Ok. des très bons livres, quoi. Il est bon, hein. Voilà. Après, ça, c'est sur le marché français. Faut savoir que tu as des mecs sur le marché US qui inondent complètement le marché et franchement, en fait, ce qui est rigolo avec Amazon KDP, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc du coup des auteurs et en fait le livre ça attire un peu des gens introvertis. Donc il n'y a pas tant de gens qui sont en mode résultat bling bling et tout sur YouTube à parler de leurs chiffres, à montrer les seven figures business, etc. Mais en fait, je pense il y a plein de mecs qui font des millions sur KDP aux US, quoi. Donc c'est un business qui est accessible et si tu es ambitieux, tu peux aller loin tout comme un autre business, quoi. Alors moi, j'ai deux trucs. Le premier truc, c'est pour contextualiser un peu, expliquer aux gens que du coup, que ça soit Anto, Franck ou moi, on t'a rencontré en vrai, on est potes dans la vraie vie depuis un peu plus d'un an maintenant. Et nous, bon, bah, les gens qui écoutent Wizard Podcast le savent, on est tous les trois des éditeurs de sites, on a des business web depuis bientôt 10 ans, et on est fasciné par cet univers-là, mais on est quand même très axé sur tout ce qui est édition, SEO, et quand on a vu ton business, moi, et je sais que Franck s'est fait la même réflexion, on s'est dit, putain, c'est vraiment un truc, c'est solide, et c'est plus le côté où on se dirait, putain, je me verrais bien faire ça aussi. Parce qu'en fait, comme tu Ouais. le disais au début, il y a quand même beaucoup de similitudes, je trouve en tout cas, entre un éditeur de site et un mec qui fait du KDP. Alors, il y a d'autres enjeux, d'autres choses qui rentrent en compte, bien sûr. Mais on aura l'occasion, je pense, de faire le parallèle. Et en vrai, c'est vachement intéressant. Alors, moi, j'ai jamais sauté le pas. J'ai pas fait de KDP. Par contre, ma copine en a fait un petit peu et ça marche plutôt bien. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter aussi. Mais tu as sans doute différentes manières de faire du KDP. Exemple, si demain, avec les Wizards, on lance un livre en KDP ce qui fait 80 pages sur lequel on explique les secrets alors, peut-être pas les secrets du coup, mais un truc qui est axé sur nous, sur notre personal branding, en gros, qui va pas générer de recherche. Là, on va le vendre juste à notre communauté. Mais sur KDP, l'objectif, et toi, ce que tu recherches, Nico, c'est de te placer sur une niche existante, un peu comme on le fait en SEO, donc où il y a de la recherche, etc. Et de pouvoir vendre de manière récurrente et on le redit, même si Franck a pris des pincettes et je vais prendre les mêmes, de manière un peu passive, avec voilà, tes process, tes trucs, et les gens y recherchent, y retrouvent, et tu montes en best-seller, donc tu es un peu plus mis en avant, etc. Et ça fait du revenu plus ou moins conséquent, bien sûr, en fonction du ou des livres. Mais voilà, les deux business se touchent pas mal, et je trouvais ça bien de recontextualiser ça. Et j'en profite sur rebondir, Nico, sur une petite question qui me semble un peu inévitable. Est-ce que
on peut aujourd'hui générer de toutes pièces des bouquins KDP avec l'IA. On en parle beaucoup dans le podcast, mais on sait que l'IA, dans le cadre du SEO, c'est pas tout le temps évident parce qu'il y a quand même, en termes d'algorithmes, pas mal de petites choses compliquées. Enfin, bref, on va pas refaire le débat de l'IA, mais est-ce que justement les mêmes questions se posent dans le cadre de KDP? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que toi, tu as tendance à faire, à te servir de l'IA pour accélérer sur tes process de production sur KDP? Enfin voilà, dis-nous-en un petit peu plus là-dessus. Carrément. Bah, du coup, totalement. Donc, bon, on va mettre des guillemets et puis plein de conditions, etc. pour utiliser l'IA dans les livres. Mais en vrai, ouais, 2023, c'est une année hyper intéressante si on veut se lancer sur KDP parce qu'avec l'IA, en fait, ça détruit la barrière à l'entrée. Pas forcément d'un point de vue négatif, mais plutôt dans le sens où quand on veut créer un livre, souvent, la première objection, c'est ouais, mais je sais pas écrire. Ou alors, ah, ça coûte cher de faire écrire un livre par un vrai ghostwriter. Ou alors, si ça coûte pas cher, c'est de la qualité pourrie qui va se prendre 1 étoile sur 5 en boucle dès la première semaine. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux créer un livre que tu aurais mis, par exemple, si tu veux créer un livre de 150 pages sur la gestion du stress, je prends cette niche comme ça pour l'exemple, à l'époque, ça t'aurait peut-être coûté un bon livre, $1 000 de rédaction, parce que oui, alors il y a des gens qui font rédiger pour $100, mais c'est de la qualité pourrie, donc si tu veux avoir un vrai bon livre, que les gens lisent, les gens mettent des commentaires pour avoir un effet boule de neige sur Amazon, etc., voilà, on va dire 800 000 $ à peu près. Ou si tu le fais toi-même, tu vas mettre au moins 2 mois de boulot, quoi. 1 mois et demi de boulot. Allez, si tu écris un livre de 120 pages, allez, 1 mois de boulot. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux quasiment... Excuse-moi, je suis désolé, Nico, je te coupe juste 2 secondes par rapport aux 800 000 $ pour un livre de 160 pages, t'as dit? Ouais, un bon livre de 150 pages, à peu près 800 $, je dirais. Tu sous-traites tout ça. C'est en France? Non. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, je te parle du marché français. Hein. Et si tu veux, donc en fait, en général, les ghostwriters, donc soit tu es sur le marché US ou soit tu es sur le marché français. Si tu veux pas avoir de la mauvaise qualité ou un truc qui ressemble à du rédacteur malgache, etc., ouais, ça coûte un peu quoi. Ça coûte parce que justement, moi, ça me paraît pas cher pour un truc de 150 pages. Ça, bah alors du coup, tu vois, genre, je dirais que c'est un minimum, tu vois, genre, en dessous, il y a des gens qui veulent aller en dessous, ils n'y arrivent pas, donc je dirais au minimum, tu vois, ça te coûte, allez, 1 000 $. Okay. Ou alors, au minimum, ça te coûte plusieurs semaines, voire un mois de travail. Ouais. Si bien sûr tu as les compétences d'écriture aujourd'hui, bah avec l'IA, en pilotant le truc, tu vas peut-être réduire ça à 1 semaine. Donc je dis pas que tu vas pouvoir pondre un livre en 2 heures en faisant un prompt et puis hop, ça te rédige ton livre, mais tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite qu'avant. Et donc tu vas pouvoir te concentrer sur la couverture, sur ton marketing, sur la publicité, sur ton positionnement, sur le choix de ta niche, etc. Et en fait, c'est ça le but de l'IA aujourd'hui avec KDP, c'est pas de voir le truc comme ah tiens, l'IA ça va me permettre de spammer Amazon et de balancer plein de livres en boucle que je vais écrire en 3 heures. C'est de dire, bah, je vais pouvoir me concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus à valeur ajoutée, qui sont le marketing sur Amazon. Et en fait, l'écriture, c'est plus un truc insurmontable qui me fait peur, où soit je vais devoir dépenser de l'argent, soit je vais devoir y passer des semaines. Et en fait, ouais, ça permet à des gens qui n'osaient pas se lancer de se lancer, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc, du coup, ouais, vas-y. Amazon pénalise pas, du coup, l'utilisation de l'IA. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Alors, tu vois, c'est encore hyper tôt pour savoir, mais il y a plein de livres qui utilisent de l'IA. Et en fait, il n'y a aucun problème à cause de l'IA, quoi. Il y a pas de... Moi, en tout cas, je sais que j'ai pas mal de retours, etc. J'ai pas de retour de gens qui se sont fait clôturer un compte à cause de l'IA. En fait, je pense que le critère d'Amazon, c'est toujours le même. C'est Amazon, il veut satisfaire ses clients. Ça restera toujours le business model d'Amazon. D'ailleurs, si vous avez remarqué, si par exemple, vous demandez remboursement, Amazon, il vous rembourse. Ou Amazon, ils vous mettent votre colis sur le paillasson pour être sûr que vous l'ayez tout de suite, plutôt que d'aller au point relais. Et ils se disent, bah, même si le gars, au final, il se fait voler son colis, on lui rembourse, mais la satisfaction client, elle sera bien plus élevée si jamais le mec trouve son colis sur son paillasson, quitte à, dans 1% d'écart, rembourser le client. Donc en fait, tout leur business model, il est orienté sur la satisfaction client. Et en fait, si ton livre, il satisfait ton client, qu'il est bien écrit, qu'il apporte de la valeur, qu'il répond à la demande sur le mot-clé, que les gens mettent des commentaires, que les gens le partagent, qu'il y a des gens qui l'achètent depuis l'extérieur, enfin plein de critères, etc. sur ta fiche produit, en fait, Amazon est OK, et que ce soit de l'IA ou pas, c'est pas grave, quoi. Par exemple, je sais que dans vos podcasts, vous parlez beaucoup de l'IA et du fait que est-ce que l'IA ou non est pénalisé pour le ranking sur Google. Et vous parlez des EAT, c'est ça, donc du fait qu'il faut que ça réponde enfin, toi, Arthur, ta thèse, c'est qu'il faut que ça réponde aux critères de recherche, un petit peu à l'intention de recherche, c'est ça. Ouais. Et peu importe si c'est humain ou pas, je pense que du coup, sur KDP, c'est un peu différent parce que tu as quand même quelqu'un qui va vraiment lire ton livre
et qui va vraiment passer plusieurs heures dans ton livre, qui a acheté un produit à 20 balles, etc., à 15 euros. Donc là, il faut quand même que ton livre il soit quali et que la personne n'ait pas l'impression que c'est Google Traduction qui lui parle, quoi. Donc je dirais que l'IA, ça accélère, ça réduit le barrière à l'entrée, mais il faut quand même être faut quand même ultra la piloter pour être sûr d'avoir un contenu qui soit quasi humain, quoi. Ouais. C'est quand même des gens qui lisent à la fin, donc faut Ouais. faire gaffe. Ok, intéressant. Et du dans tous coup, les cas, ça n'empêche pas que la couverture, notamment la couverture qui est la grosse majorité de la vente d'un livre, hein, c'est sa couverture, bah ça, pour le coup, l'IA ne te la fait pas. Alors du coup, tu peux utiliser Midjourney pour créer des images de fond, des images pour ta couverture et tout, mais tu vois, l'expertise, créer une couverture qui vend, ça, pour le coup, c'est encore pas délégable par l'IA facilement, quoi. ok. Voilà. Toi, tu l'utilises là au quotidien ou pour ton business ou pour justement faire des livres? Ouais, 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 là, j'utilise au quotidien, par exemple, là, pour les couvertures, donc j'utilise beaucoup plus Midjourney que Chat. Ok. Donc c'est plus pour la couverture que pour le contenu intérieur. Mais pour le coup, ouais, là j'utilise à fond l'IA, ouais, Et c'est pour carrément. faire des idées et après tu délègues à par exemple un designer. Non, pas forcément. En fait, par exemple, moi, donc les couvertures qui marchent bien sur Amazon, hein, c'est très simple, hein. C'est souvent, tu as une couverture, tu as un titre bien visible au milieu, et puis tu as un fond qui est intéressant avec une image. Si par exemple tu vas faire la gestion du stress, j'en sais rien, tu vas prendre une personne qui fait du yoga comme ça, avec gestion du stress et puis un décor, quoi. Et donc, du coup, bah, cette image de personne qui est en train de méditer pour ta couverture, bah, au lieu de l'aller la chercher sur un site, sur Freepik ou n'importe où, et d'avoir des problèmes de droit d'auteur, d'avoir ton Hmm. image qui n'est pas exactement comme tu veux et tout, bah, tu l'as fait avec Midjourney, quoi. Donc moi j'utilise Midjourney comme une sorte de stock, de site de stock d'images que je fais en fait sur mesure par rapport à mon besoin, ma couverture, quoi. Et tu arrives à avoir des trucs vraiment qui te plaisent à 100% Ouais, ouais, par ouais. rapport à si tu l'avais fait faire par quelqu'un à qui tu avais donné tout ce que tu voulais. Ah bah j'ai même beaucoup mieux en fait. Aujourd'hui, Ah ouais. tu maîtrises un peu Midjourney et tu maîtrises un peu des. Donc moi j'utilise Affinity, donc c'est un peu c'est le concurrent de Adobe InDesign, hein, c'est grosso modo la même chose. Si Ok. tu maîtrises un peu de compétences de graphisme et que tu maîtrises Midjourney, combine ça et t'as un truc qui est méga plus quali que n'importe quel graphiste pro qui va te facturer 250 balles la couverture, quoi. Ok. Justement, pour reparler un petit peu de ça, est-ce que toi, à la base, enfin pour se recentrer, on va dire, sur KDP, pourquoi tu as lancé du KDP? Est-ce que toi, à la base, tu avais déjà eu envie ou est-ce que tu avais déjà écrit des livres? Est-ce que tu faisais du dessin? Est-ce que tu faisais des trucs ou c'est un business que tu as vu et tu t'es lancé dedans sans avoir de compétences à la base? Parce que je pense qu'il y a Ou beaucoup de gens alors, la question c'est, ou alors est-ce que tu aimes juste l'argent, Nicolas? aussi. Non, mais ça peut être ça. Non, mais parce Et que bah, il y a beaucoup de gens qui imaginent que pour écrire un livre, faut avoir une âme d'auteur. c'est ça. Est-ce que Eh toi, c'est bien, le ouais. cas ou... C'est plein de bonnes questions, etc., pour faire une réponse qui résume tout. En gros, donc moi, je me suis lancé vraiment, comme tu dis, Arthur, pour l'argent, c'est-à-dire comment faire de l'argent en ligne. J'étais étudiant, ça me faisait chier, je voulais quitter mes études, etc. Je voulais juste trouver un moyen de faire de l'argent, et donc du coup, j'ai testé le print on demand, j'ai testé de l'affiliation, j'ai testé de faire des vidéos, enfin, j'ai testé plein de petits trucs et tout qui n'ont pas marché. Un jour, je me suis abonné à une newsletter. Donc en fait, à l'époque, je faisais du print on demand sur Amazon. Je me suis abonné à une newsletter payante, donc sur le print on demand, et il disait, tiens, en fait, vous pouvez faire du print on demand, mais sur KDP. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment par hasard. Et en fait, au début, j'ai commencé par ce qu'on appelle le no content. Donc le no content, c'est genre, tu fais juste un carnet de brouillon avec des lignes et tu fais une couverture. Et ensuite, du coup, j'allais par exemple voir les gens qui tapaient journal licorne et j'allais faire un cahier de brouillon avec des lignes avec une licorne. J'allais voir les gens qui allaient faire journal, musique, escargot, et tu allais faire un journal avec des partitions de musique et avec des escargots sur la couverture. Donc c'était plus une approche print en demande en mode tu fais de l'impression à la demande de cahiers de brouillon, on va dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc toute la première année, c'était vraiment du no content, du spam, aller dans plein de niches. J'ai publié des centaines et des centaines de carnets de brouillon et tout. Et ensuite, après, forcément, ça, c'est quelque chose qui est une barrière à l'entrée très faible. Donc la concurrence est arrivée, mes revenus ont baissé, etc. Et du coup, je me suis renouvelé dans la vraie création de vrais livres avec du vrai texte, des illustrations, un rédacteur, etc. Et au final, c'est plus rentable, c'est plus long terme, c'est plus solide, etc. Mais du coup, j'ai pas commencé avec une âme d'auteur ou autre. C'était vraiment plus make money. Et d'ailleurs,
j'ai pas mal de personnes qui me découvrent et qui sont vraiment en mode auteur. Et souvent, ça leur fait un choc parce qu'on leur dit, moi j'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. En fait, souvent les auteurs, tu sais, ils ont envie d'écrire le livre de leur vie, etc. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils y ont pensé. Et puis un jour, ils se lancent, ils écrivent leur livre. Et au final, ça fait un méga flop parce qu'il n'y a pas de demande en face, il n'y a pas de recherche business. Et du coup, c'est la grosse déception. Donc en fait, non, il faut plutôt avoir une mentalité business, c'est-à-dire trouver la demande, répondre à la demande, et ensuite tu crées ton livre comme ça pourrait être n'importe quel produit. Au final, tu réponds juste au marché, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une âme d'auteur. Vous pouvez soit utiliser l'IA, soit vous pouvez déléguer ça. Et par contre, je dirais que les gens qui réussissent en général, ils ont quand même un côté branding, créatif, création graphique, parce que le livre, c'est surtout les couvertures, etc. Donc en fait, faut quand même avoir un petit peu un attrait pour les trucs un petit peu esthétiques, quoi. C'est pas du pur SEO en mode référencement Google, etc. Ça reste quand même de la création de produits. Insinue que nos sites sont dégueulasses, du coup. Ah là, je suis en train de rigoler en pensant à Franck. Là. Non, mais je sais qu'il peut y avoir un côté très geek, froid, etc. dans le SEO. Il est présent dans KDP dans le sens où il faut vraiment avoir ces data first, il faut avoir des outils pour rechercher la demande sur les mots-clés, etc. Donc il ne faut pas se lancer dans une niche si tu n'as pas validé la demande par des chiffres. Donc c'est une approche business. Mais derrière, ce qui fait la conversion, ça reste un aspect graphique aussi, quoi. Donc si vraiment, tu vois, tu comprends rien au graphisme, tu mélanges toutes les couleurs, enfin vraiment ça ne te parle pas et tout, peut-être que c'est pas le business pour toi, ou alors il faudra te faire accompagner ou t'associer avec quelqu'un qui a un peu la fibre esthétique, quoi. Et du coup, je rebondis là sur ce que tu as dit. Toi, tu utilises donc des tools qui permettent de rechercher les mots-clés et tout. Ça, on a quand même une façon assez similaire de faire, nous, avec l'édition de site. Parce qu'au final, on est d'accord que, en tout cas, comme tu l'expliques, moi, ce que je comprends, c'est que la barre de recherche Amazon, c'est un moteur de recherche de multi-sujets. Et du coup, tu as des tools qui te permettent de savoir les requêtes les plus tapées, je suppose. Et toi, ensuite, parce que depuis le début, tu parles souvent de best-seller. Quand tu parles de best-seller, on est d'accord que c'est le truc où tu as le petit bandeau meilleure vente d'une sous-catégorie. C'est ça, en général, Quand je ce dis que tu appelles un best-seller, best-seller? c'est un peu un livre qui te crée un vrai revenu, quoi. Enfin, tu vois, genre, en gros, les gens pensent que pour être best-seller, il faut être J.K. Rowling et avoir vendu Harry Potter. Ou alors, tu fais une vente par an. En fait, pour moi, un best-seller, c'est déjà un livre qui vend 10 fois par jour et qui te fait 1 000 € par mois, tu vois, ça reste un petit best-seller. Sur plusieurs mois, il va générer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Ça reste un actif, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'appelle best-seller. Après, en effet, techniquement parlant, tu as le badge best-seller dans ta catégorie si jamais tu es premier de ta catégorie. Et donc, le but, c'est d'essayer de trouver ces sous-catégories, ou enfin, catégories ou sous-catégories dans lesquelles aller te placer, c'est ça? Ou alors C'est un peu une c'est partie un du truc jeu, en quoi. plus, tu vois? C'est que ça, au final, tout le monde le fait plus ou moins. Tu vas essayer d'aller dans la catégorie la moins concurrentielle pour avoir le plus de chances d'avoir ton badge best-seller et donc ça te fait de la preuve sociale sur ta fiche produit, c'est joli, les gens cliquent plus, et cetera. Mais quand je dis, faire de la recherche, c'est vraiment donc vous avez des outils genre, SEMrush, et cetera. Nous, il y a l'outil sur Amazon, hein, qui est Helium 10, donc tout le monde le connaît, sur Amazon FBA, c'est pareil, et cetera. Donc tu as vraiment, tu leur rentres tes requêtes, tu vois, les mots-clés, tu vois les volumes de recherche, etc. Et du coup, tu regardes la concurrence en face, tu regardes est-ce que tu as des idées pour concurrencer, pour faire mieux que la concurrence et tout, et tu te lances quand tu as étudié le ratio entre volume de recherche et concurrence. Typiquement, là, j'avais fait une vidéo récemment où je donnais des techniques pour trouver des niches, et genre, je me mets sur Helium 10, je regarde, etc., quelque chose que c'était sophrologie enfant, et en fait, Helium 10 me suggère un mot-clé qui était... c'était quoi? C'était L'hypnose pour les enfants, compte non? sophrologique Ouais, pour enfants hypersensibles, avec volume de recherche, aucune concurrence. Du coup, tu dis, bon, je vais écrire des comptes sophrologiques pour les enfants hypersensibles. Et du coup, tu vas faire un livre là-dessus. Et peut-être que ce livre, il va faire 5 ventes par jour fois 5 euros. Boum, ça te fait un revenu passif de 25 € par jour que tu viens de créer et qui potentiellement te rapportera pendant des mois ou des années, quoi. Donc, c'est vraiment une approche demande. Et du coup, c'est pour ça que quand tu as une approche auteur, souvent tu as une passion, souvent tu as un style que tu aimes bien, etc. Et du coup, tu vas être biaisé par ça et tu vas pas forcément aller dans des thématiques rentables. Alors que si tu as une approche business, tu dis écoute, j'y connais absolument rien, la sophrologie pour enfants hypersensibles, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais recopier les informations, je vais déléguer ça, je vais créer un livre et tout. Et à la fin, au bout de quelques semaines, tu as ton livre de sophrologie pour enfants hypersensibles que tu publies sur Amazon et voilà, tu as répondu à la demande.
C'est un exemple bien Au concret, même quoi. titre, par exemple, pour imager un peu, que quelqu'un qui se lance sur YouTube et qui se dit « Ok, je vais devenir YouTuber » et qui se met du jour au lendemain à vlogger sa vie alors que personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Exactement. Alors que quelqu'un qui va aller parler d'un sujet spécifique et apporter de la valeur sur une niche bien précise à des gens qui ont besoin de cette information-là, là, il va y avoir une traction, il va y avoir des abonnements, il va y avoir quelque chose. C'est un peu la même chose, d'après ce que je comprends. Enfin, c'est assez logique, mais dans ce que tu racontes là, c'est l'auteur maudit, entre guillemets, il est là parce qu'il a écrit un polar il y a 20 ans et qu'il veut l'éditer, que personne veut l'éditer, donc il le fait sur Amazon. Mais la réalité, c'est que les gens s'en foutent, quoi. C'est ça. Et son polar, il a beau être super bien, ça va être compliqué de le marketer et de le vendre avec les méthodes dont tu nous parles aujourd'hui, Nico. C'est ça. En tout cas, en fait, tu as 2 approches de KDP. Tu as l'approche référencement où tu attends que l'algorithme te mette en avant. Donc là, il faut avoir une approche data first, aller attaquer des niches avec de la demande basée sur des vraies recherches, sur des logiciels, etc. Ou alors, tu as déjà une audience ou du trafic. Typiquement, dans votre communauté, il y a plein de gens qui ont des sites avec du trafic, qui cherchent à les monétiser. Donc, il y a beaucoup, voilà, l'affiliation, la vente de liens, etc. Mais tu peux très bien te dire, bah, j'ai un site sur le jeûne intermittent, je vais écrire un livre sur le jeûne intermittent, je le mets en première page de mon site. Les gens, ils arrivent, ils vont directement l'acheter parce que forcément, tu as de la confiance vu que ça vient du site, etc. Et puis peut-être tu as un branding autour de l'auteur du site, j'en sais rien. Et en plus, bah, ça va te faire aussi des ventes organiques sur Amazon parce que tu auras ranké sur jeûne intermittent. Ou alors une thématique complètement à l'opposé, peut-être qu'il n'y a aucun volume sur Amazon, mais tu veux quand même monétiser ton site, tu mets quand même ton livre, et dans ce cas-là, bah, tu auras quand même des ventes qui viennent de ton site. Ton but, c'est pas de ranker sur Amazon, mais tu monétises ton site, quoi. Donc en fait, tu peux voir KDP comme une manière pratique de t'auto-éditer et de créer un produit qui est un livre, ou tu peux voir KDP comme un business avec potentiellement t'es référencé, t'es mis en avant par Amazon, t'as un algo qui te pousse, etc. Et dans ce cas-là, c'est data first et tu réponds à la demande, quoi. Ok. Euh, Ok, est-ce que, du coup, parce que là, je pense que tu as déjà répondu plus ou moins à plusieurs trucs, tu as parlé des ads, tu as parlé de plein de choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sur KDP, c'est quoi les éléments clés qui vont lui permettre de percer? Ok. Les Je éléments clés, pense la donc couverture, tu as tu parlé de la penses donc couverture. les compétences à développer entre guillemets et puis enfin qu'est-ce qui fait qu'un livre vend, quoi, qu'est-ce qu'il faut. Ouais, Bah en fait, du coup, enfin moi la méthode que j'enseigne, je l'ai appelée RDPM. C'est la méthode, c'est répondre, disrupter, propulser, multiplier. En gros, R, tu réponds à la demande. Donc déjà, tu apprends à utiliser des outils comme Helium 10, comme ça serait SEMrush pour vous, etc., où tu vas analyser tes mots-clés, ta concurrence, etc. Donc tu regardes le marché, tu fais une analyse de marché. Une fois que tu as ton idée, donc là tu as trouvé ta niche, tu vas essayer de créer un livre qui va se démarquer de la concurrence. Et là, ça passe beaucoup par la couverture. Donc, enfin, l'idée de ce que tu vas mettre dans ton livre, le contenu, la couverture. Donc là, bah, il faut apprendre. Donc, il faut faire la couverture, donc apprendre qu'est-ce qui est une couverture qui vend, qu'est-ce qui est une couverture qui vend pas, etc. Et puis créer ton contenu. Dans ce cas-là, soit tu utilises l'IA, soit tu le délègues, soit tu écris toi-même. Et ensuite, il faut propulser ton livre parce que au début, bah, si tu le publies juste sur Amazon, tu as tellement de concurrence que bah, ton livre il va se perdre dans la page 350 et tu vas jamais rien vendre. Donc, il faut un petit coup de boost. Donc, il faut de la Amazon Ads. Souvent, tu passes par là. Donc, c'est une plateforme de publicité d'Amazon comme Facebook Ads, YouTube Ads, etc. Bah, c'est Amazon Ads. Donc, tu payes pour être référencé sur les mots-clés. Et quand quelqu'un clique sur ta fiche produit, tu es débité de quelques dizaines de centimes. Et ton but, c'est que tu vendes et que ensuite ton classement augmente, donc tu vas être référencé sur Amazon. Et donc au final, tes ventes organiques vont compenser ta dépense en publicité parce que souvent, c'est difficile d'être rentable dès le début. C'est-à-dire que tu vas devoir mettre un peu de ads à perte parce que au début, tu n'as pas de commentaires, t'es personne, t'es pas référencé, t'as pas preuve sociale, donc tu as une conversion qui est moins bonne, quoi. Après, une fois que tu as une fiche produit qui est tout en haut, qui est référencée et tout, bon, bah, tu as beaucoup moins besoin de la pub parce que les gens achètent tout seuls, quoi. Donc ça, c'est RDP propulsé. Et ensuite, multiplier, c'est bah, une fois que tu as un best-seller, que tu as un livre qui est en place, tu peux en créer un autre, tu peux créer une communauté autour de ton livre. Et là, tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. Donc tu peux créer tout un business autour de ton livre. Mais voilà, les 3 étapes, c'est répondre à la demande, disrupter ton marché en créant souvent une couverture qui change. Et donc là, il y a des codes à apprendre pour créer une bonne couverture. Et ensuite, propulser avec notamment la Amazon Ads, quoi. C'est les 3 étapes simples. Il y a des trucs plus précis à faire, mais grosso modo, c'est les trois étapes à maîtriser, quoi. dans ce cas-là, est-ce que tu as un intérêt, nous on en parle souvent, par exemple dans le monde de l'édition de sites, on aime bien quand on devient un peu leader d'une thématique, de lancer d'autres sites exactement sur la même thématique.
est-ce que ça a un intérêt avec Amazon KDP d'essayer de remplir les résultats de recherche avec que des livres à toi sur le même sujet? Est-ce que déjà c'est possible? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est toujours la même personne derrière et du coup ils te squeeze une partie des livres? Ou est-ce que c'est largement faisable de faire des trucs comme ça et d'inonder une thématique? Tu vois, tu parlais de la sophrologie pour les enfants. Tu te rends compte qu'il n'y a personne à part toi qui en lance un. Est-ce que tu as un intérêt à faire, je sais pas moi, 20 livres et vraiment remplir le truc, quoi? En fait, je suis partagé parce que, donc, de base, tu dis oui, ok, pourquoi pas créer ma propre concurrence, enfin, mieux vaut que je prenne les ventes plutôt que ça soit un concurrent qui prend les ventes. Donc, dans un sens, oui. Après, moi, j'ai remarqué souvent que ça te dilue en fait ton BSR. Donc, le BSR, c'est le classement des ventes, c'est Best-Seller Rank sur Amazon. Et si tu as une fiche produit, si tu as par exemple 10 fiches produits sur la même page, les gens ils vont aller cliquer et acheter un peu plusieurs produits. Et donc, tous tes produits vont être classés, je sais pas, top 10 000. Alors que si tu as qu'un produit ultra bien calibré, ultra bien pensé et tout, peut-être qu'il va être top 2000 parce que les gens vont beaucoup plus l'acheter, tu vois, il va être le seul au milieu de ta page de recherche. Et dans ce cas-là, bah, ça va envoyer un bon signal à Amazon et Amazon va le mettre plus en avant. Donc au début, j'avais une approche un peu inonder le marché, inonder les pages de recherche, etc. Et au final, depuis que je me concentre sur peu de livres et que le but c'est d'envoyer le livre dans le top 100, d'envoyer, enfin vraiment d'envoyer un bon signal à l'algorithme, bah en fait, je fais plus de revenus, quoi. Et tous les gens que je connais qui ont des bons revenus sur Amazon, qui ont au moins largement de quoi en vivre tous les mois, c'est quelques best-sellers dans leur thématique et ils n'ont pas inondé leur page, quoi. Ils Parce que l'ont ça pas dilue fait. les ventes, en fait, tout simplement. Ils l'ont pas fait justement parce que ça dilue les ventes, ou ils l'ont pas fait parce que tu le disais là, par exemple, si tu as un best-seller qui est ultra quali et que derrière, justement, t'en fais 9 autres qui sont tout aussi qualitatifs, au final, c'est comme si tu avais juste plein de concurrents qui arrivaient sur ton marché et que finalement, bah, comme tu dis, vous tirez la bourre entre vous, quoi. Et malgré ça, même si tout est ultra quali et tout, ça reste ça reste pour toi une mauvaise idée, entre guillemets. J'ai tendance à dire qu'en fait, même en pratique, c'est que c'est facile à dire mais difficile à faire. C'est-à-dire que concentrer toute ton attention sur quelques best-sellers, bien gérer ta pub, bien améliorer, par exemple, tu as les pages de vente, donc ça s'appelle les contenus à plus, donc c'est ta description un peu améliorée, bien penser ça, quitte par exemple à créer une communauté à côté, je sais pas, faire de la Google Ads, faire plein de trucs, tu vois, vraiment tout faire pour que ta fiche produit elle marche. En général, ça produit plus de résultats que te diluer dans plein de fiches produits. Parce qu'après, tu vas devoir gérer plein de fiches produits, tu gères ta pub de partout, tu commences à te perdre, etc. Alors, si tu es méga bon en business, hyper bien structuré, que tu as une équipe et tout, pourquoi pas? Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font ça et qui ont des empires sur KDP et tout. En tout cas, moi, de ce que je connais en France et des gens quand même qui sont forts et qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur KDP, bah, ils ont plutôt quelques best-sellers en général. Ok. Et l'autre Voilà, c'est un constat en fait. Ok, ouais, j'ai oublié la question d'après, donc si je la retrouve, je me manifesterai. Moi, c'est un conseil que je donne à. Enfin, si par exemple dans l'audience, il y a des gens qui se disent ah trop bien et tout, je vais pouvoir industrialiser le truc, je vais pouvoir inonder, aller dans plein d'endroits, je vais faire plein de livres et tout. Ça, c'est la fausse bonne idée du débutant. On a tous fait ça et au final, on y revient tous. Et après, on commence à créer quelques best-sellers. Par exemple, là, cette année, moi, je me consacre avec mon associé sur 2 livres, genre sur 1 an. Et en fait, le but, c'est que ces livres, ils fassent des chiffres de dingue, quoi. Ils fassent des centaines de ventes par jour au pic. Et c'est plus rentable que d'avoir. C'est plus facile de faire un livre qui fait 100 ventes par jour au pic que d'avoir 100 livres qui font une vente par jour tout le temps. Vraiment. En pratique. Même en gestion, c'est 100 fois mieux de faire ça. Par contre, je suppose que votre ticket d'entrée, enfin, il y a plutôt intérêt à ce que ça marche. Sinon, je suppose que vous avez investi pas mal dans C'est votre ça. projet. Donc là, on fait ça parce que du coup, on a déjà des livres qui marchent, etc. et tout. Et en fait, je pense au plus ça va avancer, au plus on se professionnalise, au plus on va faire des livres difficiles, etc. pour créer une barrière à l'entrée, ça c'est sûr. Mais même à un débutant, je conseillerais par exemple, de dire, allez, cette année, je vais faire un livre tous les 2 mois. Tu vois, ça fait 6 livres par an, c'est déjà pas mal. Si sur tes 6 livres par an, t'en as 2 qui marchent ou un qui marche, ça fait un best-seller, c'est bon, t'es content, quoi. Et parce que si tu dis, allez, je vais lancer 50 livres et tout, en général, c'est. Ok. Ah, c'est démotivant, en plus, je pense. Voilà. Enfin, voilà, peut-être d'expérience ces dernières années, c'est plutôt le constat que j'ai vu, c'est que dès que les personnes commencent à se dire, allez, je me calme, j'arrête de faire Jojo le Clodo qui balance 50 livres par mois sur Amazon,
En général, ça marche mieux et au bout de quelques mois, ils font: «Ah, j'ai créé un best-seller, j'ai vraiment changé, j'ai un cap dans mes revenus» et cetera, quoi. Et Ok. justement, la question que je voulais te poser, ça suit un peu, c'est en toute transparence, Nico, de toute façon, ici, on est transparent. La concurrence en France, est-ce qu'elle est claquée ou ça va? En toute transparence, la concurrence en France est de moins en moins claquée, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens forts, mais franchement, il y a encore énormément de trucs à faire et enfin, ouais, non, la plupart des gens font de la merde, hein. C'est là, elle a absolument rien à voir avec la concurrence des US. Moi, je dirais que la concurrence donc ouais, j'ai commencé en 2019. En 2019, c'est vite vu, il y avait personne, il y avait rien. Genre, tu mettais un livre tout pourri et tout, tu faisais des ventes. Après, du coup, mes résultats ont baissé, etc. en 2020. Et en 2000, il y a commencé à avoir un peu plus de concurrence, etc. Et du coup, c'est devenu plus dur. Et donc, j'ai relancé des livres et tout. Mais même en ces plusieurs années, genre, je dirais qu'en 2019, aux US, c'était déjà plus concurrentiel qu'aujourd'hui, en 2023, en France, quoi. Donc, ouais, je dirais qu'on a plusieurs années de retard par rapport aux US. Et ne parlons pas des marchés, il y a des marchés émergents, enfin, émergents sur KDP, il y a la Pologne, il y a les Pays-Bas, etc., qui ont été ouverts récemment. Je pense que là-bas, il y a rien, en fait. Et genre, il y a aussi l'Italie, c'est assez concurrentiel, mais pareil que la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. En fait, on peut faire sur plein de marketplaces. Et franchement, non, non, il y a beaucoup de choses à faire. La concurrence n'est pas non plus folle, quoi. Ok. Et J'ai une pas- question. Ah bah vas-y. Franck. Non, vas-y, Anto. Est-ce que t'as le droit de faire toutes les thématiques? Ou t'as des thématiques que t'as pas le droit de faire? Anto, il va déjà Alors, faire du sale. Non, mais genre, non, mais je la pense, genre, par question, exemple, pourquoi je suis pas étonné qu'elle vienne dans... Non, mais, je pense, genre, les trucs érotiques, les choses comme ça, tu vois. ouais, tu peux faire tout à condition que ça respecte les règles, genre, bien sûr, pas le droit de tous les trucs, genre terrorisme, racisme, machin, Mm. etc. Ça, on est OK. Mais après, des thématiques un peu dark, genre, tu peux les faire. C'est juste qu'elles vont être démonétisées des fois, dans le sens où tu peux plus faire de ads. Donc, par exemple, si tu fais des livres érotiques, tu peux pas faire de ads dessus. Parce qu'en fait, t'es classé en 18+, et quand t'as un livre 18+, tu peux pas faire de pub. Donc ça devient difficile de lancer ton livre. Donc soit tu as une stratégie du type, tu as une communauté que tu envoies sur tes fiches produits, tu vas faire des pubs Facebook ou tu vois une autre stratégie d'acquisition, mais ça devient vraiment chaud. Le nerf de la guerre, ça reste quand même la pub Amazon. Je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de ventes, beaucoup d'argent sur la romance, les livres érotiques et tout, aussi aux US. Et je pense qu'ils ont en fait des stratégies très développées de récupération d'audience via des lignes magnétiques à l'extérieur, qu'ensuite ils vont upsell sur des livres, etc. Donc ça reste un truc beaucoup plus compliqué que juste lancer une ads, quoi. T'es obligé d'avoir une communauté, tu peux pas sortir de nulle part. Ouais, c'est compliqué. Bah, en fait, t'es noyé au milieu des gros auteurs romance, par exemple, sans possibilité de faire de pub, sans commentaire. Donc c'est super chaud, quoi. Ouais. Alors que si tu arrives sur une thématique même concurrentielle, mais clean et où tu peux faire de la pub, bah, si tu as une bonne couverture, tu as quelques premiers commentaires parce que tu as demandé à tes potes de mettre trois quatre commentaires, etc., et que tu fais de la pub, tu as tes chances. Et tu peux vraiment, si ton livre est bon, si ton livre il se démarque, tu peux ranker, quoi. C'est une bonne La pub, petite astuce, ça, d'avoir les premiers commentaires via Ouais. tes potes. ça va tout. C'est une astuce qui commence à être connue, mais en gros, en fait, c'est comme, je sais pas si tu. Je pense que si tu lances un Airbnb, tu vas demander à tes potes de venir dormir au Airbnb, tu vas faire quelques commentaires, etc. Enfin, les commentaires, ça reste le nerf de la guerre sur les marketplaces. Donc, avoir ses premiers commentaires et les amis, c'est une bonne astuce. Par contre, ne pas acheter des commentaires, parce que ça, c'est clôture de compte, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. En plus, notamment toutes les plateformes style Upwork et tout, ils respectent les règles d'Amazon et ils peuvent te dénoncer. C'est-à-dire que si tu postes une annonce Upwork, que tu recrutes des assistants virtuels et que pour 10 $, tu leur demandes de mettre un commentaire et tout, ça c'est direct balancé et tu te fais clôturer, quoi. Moi, je me rappelle qu'il y avait des groupes sur Facebook plutôt orientés Amazon FBA sur lesquels tu pouvais rejoindre et en fait, tu avais des vendeurs qui disaient en ce moment, on a, je sais pas moi, on vend des pieds de chaise, un truc Mhm. random, on a besoin de commentaires et en fait, tu les contactais en privé et ils te payaient pour ça une petite somme plus ils t'envoyaient le produit et toi, toi, tu devais faire la commande. Ils C'est te ça, ouais. remboursaient la commande en donnant en plus de ça un petit Bonus, truc en ouais. plus, un petit bonus. Toi, tu recevais le produit et tu devais juste mettre un avis positif en mettant une photo et ainsi de suite. Je sais que ça s'est fait beaucoup sur FBA. Je sais pas, et par exemple, ça existe ce genre de truc sur KDP?
Ouais, ça existe et ça reste de toute façon borderline, hein. C'est-à-dire Ouais. que c'est des stratégies qui existent, c'est des stratégies qui, on va pas se mentir, fonctionnent, mais tu prends des risques et j'ai tous les jours des pas tous les jours, mais et toutes les semaines des gens qui m'envoient un mail parce que leur compte est clôturé pour telle ou telle raison. Donc en fait, il faut quand même, savoir ce que tu veux, quoi. Faut vraiment mesurer le bénéfice-risque entre, est-ce que ça va m'apporter tant que ça? Par rapport à est-ce que je vais pas me faire clôturer mon compte alors que mon compte il me génère 10K par mois depuis 3 ans. Bon, toi tu fais quand même, Ouais. tu fais quand même le ratio, sachant que, ce que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Attends, qu'est-ce que j'ai dit là juste avant? Donc tu... Ouais, non, je sais plus. Je crois que j'ai plus ou moins terminé, mais ouais, ça reste border. Faut vraiment Ouais. faire gaffe à ce que tu fais quoi avec ton compte Amazon. Et ça existe le Black Hat sur Amazon? Justement, ça, on peut considérer que c'est du Black Hat. Et il y a d'autres trucs vraiment très border, je sais pas, des gens qui. Et est-ce que, par exemple, tu disais, aux US, ils sont très bons. Est-ce que des gens, par exemple, ont comme business model en France d'aller voler les livres, par exemple, anglophones, les traduire en faisant deux, trois retouches? Concrètement, c'est le même livre et je suppose que ça pourrait être considéré comme un plagiat de droit d'auteur. Mais est-ce qu'il y en a qui, quand même, tentent ça, font une couverture peut-être différente, avec un titre légèrement différent, et bombardent des trucs comme ça en boucle? Je vais te donner un exemple qui est pas celui-là, mais voilà, genre pas plus tard qu'il y a 2 3 semaines, je crois que j'ai envoyé un mail à ma communauté en disant j'en peux plus, arrêtez de vous plaindre après de m'envoyer des emails. Ah, je me suis fait clôturer mon compte et tout. Parce qu'il y avait genre, je crois que c'était quoi? C'était livre de coloriage Naruto. Non, c'était pas Naruto. Si, c'était Naruto, mais à la place du U, il y avait un. Non, c'était un truc genre Naruto, mais à la place du U, t'avais un symbole qui était pas le U, tu vois. Ou alors livre Harry Peter, tu vois. Enfin, Oh là en là. vrai, t'as des gens qui vont loin dans le border. Et en fait, bah, écoute, c'est peut-être une stratégie. Tu vois, ils lancent un compte KDP, ils font de la merde pendant 3 semaines. Comme ils profitent des marques, ils font 500 balles et puis ils se font clôturer, ils sont contents. Mais après, c'est pas comme Enfin, ça que tu tu te fais construis un business clôturer, sur le long terme, quoi. t'es pas payé. Ou Bah, quand ils te si ça clôturent, ils te dure, payent quand même. si ça dure suffisamment longtemps pour que tu aies le premier paiement, ça va. Des fois, il y a des gens qui ont de la chance, ça dure 2 mois et puis voilà. Mais bon, c'est pas des stratégies Ouais, j'avoue que c'est un peu viables, claqué quoi. quand même comme façon de Après, voir les choses. en vrai, tout ce qui est traduire, plagier des livres et tout, là, c'est même pas une histoire de clôture, c'est que tu fais face à des possibles plaintes de la part de la personne avec dommages et intérêts, etc. Donc là, Ouais. tu risques vraiment de l'argent, quoi. Tu risques pas juste ton compte et voire même plus. Donc non, non, ça c'est, pour moi, c'est même pas border, ça c'est genre illégal, tu vois. Après, les trucs border dans le sens où c'est pas compliant avec les règles d'Amazon, mais c'est pas illégal, t'as des techniques aussi qui existent. Et genre, t'as des mecs ils vont balancer des URL ultra spécifiques avec une Google Ads à fond pour faire ranker sur un mot-clé, etc. Et puis après, ils se font choper par Amazon, ils se font clôturer. Enfin, t'as plein de techniques border et t'es toujours une escalade de la technique la plus border qui va être la plus efficace. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression quand même que la base, c'est faire un produit qui disrupte son marché, répondre à la demande. Une fois que tu as aligné toutes les planètes, franchement, ces petites optimisations, tu vois, c'est quand même pas hyper utile. En fait, je pense qu'il y en a plus sur FBA, parce que sur FBA, c'est un marché tellement concurrentiel, tellement mature, ça fait tellement des années qu'il y a plein de vendeurs très très bons, que tu es un peu obligé d'avoir des techniques border pour te démarquer. Sur KDP, je dirais que c'est encore assez amateur pour ne pas avoir besoin de ces techniques border. Ça se trouve, dans 5 ans, si on refait un interview, peut-être que ça sera devenu tellement la jungle qu'il faudra des techniques border, j'en sais rien. Et je dirais qu'il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui, quoi. Et surtout, si je me plante pas, c'est quand même très compliqué. Une fois que tu t'es fait sauter sur Amazon, c'est la galère Ah totale ouais, ouais, pour. ouais. Bah, t'as ton compte bancaire, ton relevé, Ouais. enfin ton numéro C'est fiscal, ton IP et tout. En gros, après, il faut ouvrir sous un autre nom, avec un autre compte bancaire, avec notre IP, avec machin. Et t'es quand même toujours sur la sellette parce ouais. que s'ils s'aperçoivent qu'à un moment, tu sais, tu fais une erreur, tu te connectes sur ton téléphone ou je sais pas quoi. Enfin, je connais des gens qui se sont fait clôturer, qui ont réussi à réouvrir. Ils sont toujours en stress et tout. Non, Ouais. un compte KDP, c'est un actif, faut en prendre soin. Faut pas faire n'importe quoi Ouais. avec. C'est ça, Moi, je parce que dirais nous qu'il faut pas on a, prendre on a de risques. l'habitude de se faire sauter des comptes depuis la nuit des temps. Mais c'est Ça. vrai il y a des trucs avec lesquels tu as un peu moins envie de jouer, tu vois. Et je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'Amazon, ça fait partie de ces trucs-là où, en vrai, tu gardes ton compte et tu fais pas trop le beau et tu fais un peu les choses comme il faut parce que C'est ça ça. peut vite devenir vraiment très chiant, quoi. C'est pas comme si tu t'es fait clôturer un compte
Enfin, je sais pas quoi, un compte Le Bon Coin, bon, c'est pas grave, t'ouvres un numéro on-off, t'ouvres un autre compte Le Bon Coin, tu vois. Enfin, on s'en fout. Mais là, compte KDP, genre, c'est associé à ton. Mm. En fait, c'est associé à numéro fiscal plus compte bancaire plus identité. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux ouvrir un autre compte, il faut changer d'identité. Donc, tu rentres tout Ouais. de suite dans des trucs insupportables et tout, quoi. C'est que c'est un peu comme si on disait, bah tiens, Anto, à partir de demain, Anthony ne peut plus ranker sur Google. C'est fini. C'est quoi qu'il C'est ça. fasse, ça ne rankera plus. Donc c'est quand même un peu chiant, quoi. Donc après, il Ouais, pourrait non, c'est toujours. méga chiant. Mais bon, ouais, j'ai pris Pareil l'exemple aussi, au hasard, Anto. autre truc que je dis à tout le monde, là, si jamais vous voulez vous lancer, c'est interdit d'avoir plusieurs comptes par personne. En fait, du coup, c'est un compte égale une personne morale ou physique. Si tu as plusieurs sociétés, tu peux avoir plusieurs comptes. Si tu es une personne physique, tu n'as qu'un seul compte. Donc, essayez pas non plus de dire, tiens, je prends mon compte safe et puis à côté, j'ai un compte poubelle et je fais de la merde dessus. Et comme ça, si je me fais clôturer le compte poubelle, au pire, c'est pas grave. Non, vous allez vous faire clôturer les deux comptes. Et dès que vous aurez un autre compte, ça, c'est interdit, quoi. C'est interdit par les règles d'Amazon. Ok. T'as dit plusieurs fois que pour toi, Amazon, c'était un actif. Pour moi, un actif, c'est un truc qui peut être revendu. Tu vois, un site, je considère que c'est un actif Mhm. parce que tu peux revendre un site, comme plein de trucs. Ça se vend, les bises que t'as? Totalement, ouais. Bah, t'as des sites, enfin, tous les sites qu'on connaît, Flippa, machin, etc., Empire Flippers, mais surtout Empire Flippers, en fait, qui est connu dans la vente de business Amazon. Et alors, un business Amazon, ça se revend. Le multiple, ça dépend beaucoup. Alors, en 2021, c'était quand même l'apogée des multiples, etc. Après le rhume 19, on a. Pour pas strike la vidéo, il y a eu des multiples énormes, des fois 45, etc. Si maintenant tu veux revendre un compte, tu es plutôt autour du x35, mais du coup, c'est x35 du bénéfice mensuel. Donc, en C'est pas dégueu gros, quand même, hein. Fois x30, 35, c'est x35, propre. sur des bons Énorme. bises. Si jamais En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, tu auras des critères. Plus tu as de livres, plus c'est mal géré, plus tu as fait des trucs border, plus t'es dilué, plus le multiple est élevé, plus c'est concentré sur quelques best-sellers de qualité indétrônables qui dominent leur niche, au plus tu as un multiple élevé. Donc en fait, c'est toujours aussi pour ça que je disais vaut mieux se construire sur des best-sellers, c'est que si tu as une approche spam, ton business il va pas du tout être revendable. Si tu as une approche de vrai auteur, etc., qui fait des beaux livres, qui sont vendus avec des bons commentaires, avec des bonnes positions dans les volumes de recherche, dans les positions de recherche, etc., là tu peux le revendre avec un gros multiple. Et du Ok. coup, ça se revend. Voilà, il y a des gens qui le font. Des listings tous les mois, tu peux aller voir sur Empire Flippers. Ok. Tu t'as déjà fait, toi, de revendre un bouquin ou tu préfères le revenu passif, En fait, si jamais? tu peux pas revendre un bouquin, tu peux revendre un compte. Ça, Ah, c'est le donc truc. ça veut dire que si tu as un compte auteur, tu dois tout vendre ton biz d'un coup, quoi. Ah. En fait, c'est ça qui est pénible, c'est que tu peux pas vendre un bouquin, sinon ça serait trop bien. Tu vois, tu fais un bouquin, tu le rends, tu le revends. Là, en fait, il faut Ouais. te séparer de toute ta bibliothèque. Et du coup, en fait, il y a vraiment un transfert de compte qui se fait entre les deux personnes, entre le vendeur et l'acheteur. D'accord. Avec au milieu une sécurisation des mots de passe, etc. Machin, avec un acompte chez l'avocat et tout. Donc c'est un vrai, c'est comme si tu faisais un vrai transfert de fonds de commerce numérique, on va dire. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Mais Oui, donc en gros, c'est quand tu veux arrêter ton business et que tu veux passer à autre chose. Ou alors tu te dis par exemple, je suis allé sur ma thématique ou mes deux thématiques qui me plaisent, j'ai bien ranké, j'ai fait le tour. Je revends pendant que c'est bien ranké, bien haut. Je prends voilà, 30, 40 mois de royalties. Et puis, je lance un autre compte KDP avec une autre thématique, puisque tu auras vendu le premier, donc tu pourras lancer un nouveau compte. Ok. Et est-ce que, tu vois, nous, par exemple, dans le SEO, tu as beaucoup de fluctuations. Tu peux avoir été au top pendant très longtemps. On le voit sur des thématiques, par exemple, très border en France, mais qui sont intéressantes à regarder. Par exemple, tout ce qui est casino en ligne. Bah, il y en a qui sont très très forts, qui ont été là pendant un an ou deux, par exemple, dans le top. Et petit à petit, ils ont beau avoir des sites trop bien, bah, il y a tellement de concurrence que ça monte et que ça bouge et qu'il y en a qui étaient les rois du monde il y a 3 ans et Mhm. qui aujourd'hui sont page 2 et qui font quasiment plus de trafic. Tu vois, c'est des trucs qui Ouais. existent. Est-ce que sur Amazon KDP, donc tout à l'heure tu disais qu'être dans le top 100 par exemple, c'était cool. Mhm. Est-ce que quand tu es bien lancé sur KDP, tu peux rester, je sais pas moi, 5 ans? Est-ce que si ton livre, je sais pas, il a 1500 commentaires, tu as le petit bandeau
meilleure vente, enfin tout ça, tu Mhm. deviens invincible ou pas? Alors du coup, non. Je dirais que ça dépend. En fait, comme tout business en ligne, le vrai revenu passif, ça n'existe pas vraiment, hein, on le sait tous. Voilà, ça va déranquer. C'est pas, tu crées un livre, il est best-seller, ça y est, dans 30 ans, il va continuer à faire des royalties sur Amazon. Je dirais que en moyenne, un livre, il a une durée de vie de 2 3 ans, le livre moyen. Donc moi, mes best-sellers, j'ai repéré que en général, ouais, pendant 2 3 ans, ça marche bien. Après, ça a tendance à diminuer, sauf des cas où, des fois, tu as un livre qui est vraiment ultra bien ranké, tu comprends pas trop pourquoi au niveau de l'algo, il plaît à l'algorithme et du coup, il reste là. Et il y a des livres, on voit ça. Donc moi, après, j'ai commencé en 2019, donc j'ai pas non plus un recul hyper énorme dessus. Mais je sais qu'il y a des livres, genre, ils sont depuis 2016 et ils sont vraiment ultra evergreen, ils vendent tout le temps, etc. Donc après, tu as peut-être aussi derrière le créateur du livre qui est hyper fort en marketing et en business et qui est en train d'alimenter toujours avec des nouvelles audiences, avec de la pub, en train de renouveler ses ads, en train de faire plein de trucs. Donc je pense que si tu maintiens ton livre, que tu es actif dans ton business et tout ça, tu peux maintenir longtemps tes livres. Après, comme tout, ça a une durée de vie. Et si t'as... Mais ça existe des livres qui restent très longtemps. Après, ça serait mentir que de dire ça y est, si t'es ranké, t'as le badge best-seller et tout, c'est pour toute la vie. Non, ça C'est la ne marche pas comme retraite. ça. Mais en général, ça redescend pas à zéro. C'est ça qui est trop bien, c'est que même si par exemple, souvent ça fait ça, tu vois, t'as un livre, il va monter et tout. Pendant le mois pic, il va faire genre, tu vas faire 5 ou 10K avec juste un livre. Tu fais ça pendant 1 ou 2 mois, et puis après, il va redescendre à 2 000 € par mois pendant très 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 longtemps. Donc en fait, il faut s'attendre à ce que quand je dis faire un top 100, c'est jamais un top 100 tout le temps. Le top 100, il renouvelle tout le temps. C'est quasi impossible d'avoir un livre dans le top 100 tout le temps. Mais moi, je me dis souvent, j'essaie d'envoyer mon livre dans le top 100, ça voudra dire que j'aurais vraiment réussi mon lancement, vraiment réussi mon coup et tout. Et en général, un livre qui a été dans le top 100, franchement, il va rester, il va revendre pendant très très longtemps, quoi, parce qu'il a vraiment prouvé que l'algorithme l'aime bien, quoi. Et Il y a, oui, il y a que 100 livres dans le top 100, donc forcément, il y a ça une, change souvent. il y a une notion qui est très importante, je rebondis hein, sur un truc. Dans ton business, Nico, on a eu l'occasion de se rendre compte en te fréquentant pendant enfin, cette année, c'est la notion de Q4, que moi, Ouais. pour le coup, c'est toi qui m'as appris, pour être tout à fait franc, ce qu'était un Q4, parce que Mhm. ne faisant pas d'e-commerce, étant dans l'affiliation et tout, bah, enfin, voilà, j'ai jamais été trop concerné, ou en tout cas, je connaissais pas le terme. Le Q4, en gros, c'est enfin, toute la période autour de Noël, Et octobre, novembre, décembre, c'est le quatrième, c'est Q4, donc trimestre. enfin le quatrième quarter, donc Ouais, quatrième trimestre, quoi. ok. Et c'est là où, alors ça dépend des niches exploitées, mais c'est là où, généralement, sur KDP, moi en tout cas, je t'ai souvent vu préparer ton Q4, genre Ça. en plein été, quoi. Tu vois, Ah, c'est. ouais. Typiquement, c'est exactement ce qui se passe. Là, avec mon associé, on a un livre et tout qui commence à bien marcher et tout. Genre, par exemple, là, on va faire peut-être 3 000 € avec ce livre ce mois-ci. Mais en fait, ce livre, il est fait pour Q4. Et en fait, le but, c'est de faire 20K ou 30K en décembre avec. Du coup, tu multiplies carrément les volumes par entre 5 et fois 15, quoi, des fois. Hmm. Et, euh, et donc, souvent, un chiffre sur l'année, c'est à peu près 40% de tout le chiffre qui est fait juste en décembre, des fois. Oh, ok. Donc, voilà, ça peut. Alors, bien sûr, si tu as une thématique qui est propice à un cadeau de Noël. Si tu fais un livre sur comment maigrir pour femmes de 50 ans, tu vois, tu vas pas acheter ça à ta belle-mère pour Noël. J'ai hâte d'imaginer un truc ignoble, justement. Le Enfin, malaise. C'est ça. Mais du coup, tu peux vraiment réussir tout le temps. Tu as plein de périodes, mais disons que pour la plupart des gens, les grosses périodes, c'est deuxième, donc Q2, donc mars jusqu'à juin, parce que tu as le début du printemps avec la préparation des vacances d'été, les premières vacances, etc. Donc les gens, ils se remettent à acheter. Ils ont beaucoup dépensé à Noël et tout, donc le Q1, ils vont pas dépenser grand-chose. Et puis tu as le Q4 pour Noël, quoi. Et après, si bien sûr tu as des niches spécifiques, typiquement toutes les niches développement personnel, perte de poids, euh, psychologie et tout, c'est des choses qui sont très propices au Q1 parce que c'est souvent les bonnes résolutions de début d'année. Tu vois, tu vas avoir un bon mindset, un bon physique, une bonne santé, donc tu achètes des livres de dev perso de manière générale, quoi. ok, intéressant. Alors, je sais pas si tu avais d'autres questions, si vous aviez d'autres questions, les gars, mais là, on arrive à peu près à l'heure de podcast. Alors, d'ailleurs, on le dit pour les gens qui nous écoutent, cette fois-ci, on va faire un podcast un petit peu plus long.
pas beaucoup plus long, mais un petit peu plus, pour qu'on ait le temps de parler à Nico, parce que la discussion est quand même intéressante, et d'approfondir un petit peu le sujet. Je pense, et encore une fois, si vous avez des questions, on les rajoute sans souci, mais qu'on a fait un tour assez global et très intéressant de ce qu'est Amazon KDP, pour tous les gens qui le découvrent aujourd'hui. Donc, merci pour ça, Nico, c'était chouette. Moi, ce que je te propose, je crois qu'on a des questions aussi à te poser sur l'autre phase de ton business, parce que tu l'as dit au début, aujourd'hui ton business est découpé en deux. Tu as une partie Amazon KDP et l'autre partie où tu partages, et d'ailleurs on invite les gens qui écoutent ce podcast à aller suivre Nicolas Rocher, Rocher sur YouTube, où tu as une chaîne YouTube où tu parles donc d'Amazon KDP, et parallèlement, on s'en doute, puisque les gens qui écoutent Wizard Podcast ne sont pas nés de la dernière pluie. Qui dit audience, qui dit branding, dit souvent infoproduit, et c'est ton cas, tu vends, on dit quoi, une ou plusieurs formations au final, parce que je sais que tu as... Alors là, on peut dire une formation. J'ai fait pas mal de temps où je vendais plein de petits programmes sur les couvertures, la pub, etc. Au final, là, je suis passé sur un format monoprogramme de haute qualité qui est toujours remis à jour avec des modules bonus qui sont ajoutés tout le temps, des intervenants, etc. Et du coup, voilà, une formation, c'est aujourd'hui. Okay. T'as commencé quand ton aventure YouTube, Nico? Et ben en fait, j'ai commencé exactement en même temps que, pas en gros. J'ai toujours voulu faire de l'infoprenariat et du YouTube, parce que en fait, j'aime bien partager ce que j'apprends, j'aime bien faire des vidéos et tout. Genre avant, je faisais des maths et j'aimais bien faire des exposés, des petites conférences dans mon université, etc. Et du coup, voilà, c'est un truc partagé comme ça, j'aime bien. Donc je me suis toujours dit, j'aimerais vraiment faire ça, et j'ai toujours cherché à me dire, je vais faire un business, make money, et quand j'aurai des résultats, je vais en parler et j'en ferai des vidéos et j'en ferai des formations. Vraiment hyper transparent là-dessus, ça a été un but depuis le début. Et du coup, en gros, j'ai commencé Amazon KDP en 2019 en avril, et j'ai fait mon premier mois à 1 000 € en août, et j'ai fait ma première vidéo YouTube en septembre. Du coup, je me suis toujours dit, ma première vidéo, ça sera 1 000 € par mois en vendant des livres. Et c'est la toute première vidéo que j'ai faite. Et du coup, à partir de là, j'ai build in public un petit peu. Tu vois, dès que j'ai des résultats, je les montre. Tous les ans, je fais mon bilan d'année, même si des fois il est moins bon que d'autres, etc. Je suis assez transparent là-dessus. Et du coup, en même temps que j'apprends des trucs sur KDP, que je progresse, ça me permet de donner des meilleurs conseils. Et puis mon business de formation me permet aussi de rencontrer plein de gens, de rencontrer aussi des gens qui sont meilleurs que moi, qui m'apprennent des choses, etc. Et puis d'avoir de la trésorerie pour réinvestir, faire lancer d'autres trucs, etc., quoi. Donc c'est vraiment une synergie. Et je vois pas l'infoprenariat l'un sans l'autre, quoi. C'est-à-dire que dès que je commence à me dire, ah tiens, là je suis pas content, faut que je me refocus sur KDP. Souvent, je suis un peu moins actif sur ma chaîne, je me refocus et je reviens avec des meilleurs résultats, des nouvelles stratégies, et j'essaye d'avoir un bon équilibre Ce entre que les j'allais deux. dire, ça doit être compliqué aussi, par contre, de gérer les deux. Ça, c'est hyper dur. Ah ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'en profite pour faire ça, pour faire il y a souvent le truc de dire les formateurs, ils gagnent plus en vendant des formations qu'avec leur propre business. Et ce qui est vrai. Mais du coup, je trouve en fait que c'est une très bonne chose, parce que si votre formateur, il a plus à gagner à vous donner des bons conseils qu'à les appliquer lui-même sur son biz, c'est qu'en fait, il vous donne des bons conseils et que du coup, il vous fait profiter de conseils qui ont de la valeur. Alors que si, tu vois, j'avais une méga super stratégie, etc., et que je la garde pour moi, au final, si je la fais profiter et que je sais que ça me rapportera plus d'argent d'en faire profiter, c'est que finalement, c'est un bon conseil. Donc moi, je vois vraiment l'infoprenariat comme un truc super vertueux. Et du coup, pour répondre à ta question, Anto, ouais, c'est super dur. Si jamais tu as vraiment la volonté de ne pas être un mytho et de parler d'un business que ce tu que fais j'allais depuis dire, 3 ans, quoi. c'est ça, t'es un peu obligé de te tenir à jour si tu fais C'est ta ça. formation. Et clairement, tu sais, tu pourrais te tenir à jour pendant des années, etc. Et bien au final, moi, je montre toujours mes résultats. Toutes les années, il y a une mise à jour et tout. Les gens ont la preuve que ça fonctionne. Et donc, je suis légitime à ce niveau et ça me pose pas de problème, quoi. Et donc, par contre, oui, c'est difficile en termes d'emploi du temps. Parce que faut vraiment. En fait, en ce moment-là, je fais moitié-moitié. Tu vois, genre lundi, mardi, je suis sur YouTube, infoprenariat, et puis ouais, et mercredi, et puis jeudi, vendredi, je suis sur KDP, grosso modo. Ok. Et c'est super dur. Et s'il y a des gens dans l'audience ou quoi, dans les commentaires, qui ont 2 bis comme ça et qui arrivent à gérer les deux, à scaler les deux en même temps, et je suis preneur des conseils, Chapeau. c'est super, super dur. Et en général, en fait, depuis maintenant, j'ai toujours fait par
par alternance. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je suis plus focus YouTube, un moment où je suis plus focus KDP. Souvent, ça coïncide avec le moment où je suis moins présent sur YouTube, etc. Et en fait, j'essaie de faire monter les deux comme ça un petit peu. Mais ouais, c'est pas facile. Ok. Et d'où donc la décision que j'ai prise cette année, j'en parlerai sur ma chaîne plus tard, plus explicitement, mais je me suis associé sur KDP, ce qui me permet de vraiment avoir encore plus un pied dans le KDP au quotidien, mais en y passant 2 fois moins de temps puisqu'on est 2. Ok. Et du coup, ça me permet de dire je peux avoir d'aussi bons, voire meilleurs résultats en me consacrant que 2 jours par semaine, et tout le reste, bah, je me consacre à l'infoprenariat. Et je pense que c'est un bon combo. Je verrai sur les prochains mois ce que ça donne. Ok, intéressant. Moi, j'avais quelques questions. D'ailleurs, c'est bien, Arthur, que tu aies fait la transition, parce que j'avais plus de questions sur KDP. Donc, au Ah bah moins, voilà, on était passé parfait. parfaitement sur la suite. Je te pose la question, même si je connais déjà la réponse, mais toi, tu fais partie des gens qui se forment beaucoup, tout le temps. Euh, Pourquoi ça? Pourquoi, d'ailleurs, tu te formes même sur des sujets qui sont parfois un peu extérieurs à KDP? Est-ce que c'est pour aller gratter des infos un petit peu dans tout et pouvoir après les intégrer dans ton biz KDP? Pourquoi tu as cette volonté de toujours vouloir apprendre plus, ce qui demande du temps, ce qui demande de l'argent aussi? Et voilà, pourquoi cette volonté de toujours avoir plus d'infos, on va dire? Alors du coup, je me forme tout le temps, oui, mais c'est souvent par période. Donc j'ai pas un rituel genre tous les jours à 18h, je me forme pendant 1 heure. C'est plus, j'ai des périodes où je suis en boulimie d'informations et je me forme et j'apprends un truc. Et puis après, pendant 2 mois, je vais passer à l'action comme un bourrin et je vais pas trop me former. Donc j'oscille, mais grosso modo, ça s'équilibre. Et on va dire que et tous les trimestres, j'essaie d'apprendre un truc ou d'implémenter un nouveau truc. Et en fait, tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'à chaque fois que tu commences à faire ce que tu as toujours fait, tu t'aperçois que tes résultats sont stagnent. Et par exemple, sur KDP, ça a été exactement le cas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me suis formé, je connaissais rien, j'ai eu des résultats. Donc on arrive fin 2019. Début 2020, mes résultats ne scale pas, je stagne et tout. Je rencontre par exemple Stan Julian qui fait partie de ma formation. On a fait des formations ensemble, qui lui est super bon en pub. C'est là que j'ai découvert la publicité Amazon. J'ai passé plusieurs mois à me former dessus. Mes résultats ont explosé. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un gap dans mes résultats, ça a toujours été soit une rencontre, soit une nouvelle compétence profonde que j'essaie d'apprendre. Donc il y a eu la pub, il y a eu par exemple, là, récemment, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est vidéo, YouTube, mon setup, etc. Là, maintenant, je suis en train d'apprendre de tout ce qui est YouTube Ads. Et en fait, je veux faire du YouTube Ads pour partager mes formations. Et en même temps, j'apprends plein de trucs et j'ai plein d'idées sur KDP en me disant, tiens, je vais pouvoir faire du YouTube Ads en retargetant des gens qui ont acheté mes livres et qui sont passés sur mes lead magnets, etc. Enfin, ça me fait plein de connexions et tout. Donc, en fait, c'est trop puissant, quoi. Et à chaque fois, tu te rends compte que ouais, si t'as pas de résultat, c'est que tu t'es pas formé. Et il y a un truc qui est tout bête, mais je trouve que c'est ultra vrai, c'est que si tu fais tout le temps les mêmes choses, ne t'attends pas à avoir des résultats différents. Et on a tous entendu cette phrase-là qui est un peu, ça fait un peu dev perso, câlin aux arbres et tout, mais en vrai, c'est trop puissant. C'est-à-dire que si tu te forces à tous les trimestres faire un truc nouveau, mais vraiment nouveau qui te fait un peu peur et que t'as jamais fait, en fait, je suis sûr que c'est la recette pour toujours scale, hein. Genre, là, t'as jamais fait de pub, vas-y, fais de la pub. Là, t'as jamais montré ta tête, tu jamais fait de personal branding, vas-y, fais-le. Là, t'as jamais enfin, tu vois, faire un truc vraiment nouveau que tu jamais fait tous les trimestres. Je pense que c'est une bonne recette. Et justement, t'as pas peur un peu de te perdre, tu vois, d'avoir un peu ce syndrome de l'objet brillant, de toujours vouloir. Après, toi, ça va parce que c'est des compétences que tu mets au service de tes bises. Et c'est pas forcément aller chercher d'autres bises, mais imaginons, là, tu fais KDP qui marche bien, tu fais tes formations qui marchent bien, et d'un seul coup, tu entends parler de print on demand, même si c'est un truc que tu as déjà fait, mais c'est juste pour l'exemple, de print on demand, que ça puisse très bien marcher, ou d'autres bises, qu'importe dont on entend parler. Est-ce que tu vas prendre le risque d'investir du temps dedans sans être certain un peu des résultats que tu vas avoir? Est-ce que, tu vois, est-ce que maintenant tu as 2 bises et par contre, tu continues à faire que ça parce que tu sais que ces bises marchent bien et qu'après tu apprends des compétences qui vont améliorer ces bises, ou est-ce que tu es encore ouvert à la possibilité de partir sur d'autres trucs et du coup te rajouter encore du temps de travail
Enfin, tu vois, après, on est limité par nos 24 heures dans la Ouais. journée et tout ça, quoi. Bah non, du coup, je pense c'est bien de se focus quand même, hein, et genre faut vraiment, enfin moi je guette le syndrome de l'objet brillant quand je commence à voir que je me comporte en FOMO et tout, ah tiens, ah bah, là boum, je me calme et j'arrête et je reviens un peu les pieds sur terre, parce que sinon en fait tu fais tout et rien quoi, il y a trop d'idées. En fait, tu sais, souvent, t'as une idée. Si t'attends la fin de la semaine et que l'idée est toujours aussi incroyable, peut-être que c'est une bonne idée, mais souvent, en fait, à la fin de la semaine, tu te dis, ouais, bon, idée comme une autre, quoi. Et donc, du coup, laisser un peu le temps et non, faut se focus, hein. Je pense que c'est pas bien de partir dans trop de directions. Moi, je sais que j'ai Amazon KDP, l'infoprenariat. KDP me permet d'être légitime et d'apporter plus de valeur à mes clients de formation, et mes formations sont une source de revenus supplémentaires et qui en plus me force à toujours être bon sur KDP, etc. Et du coup, bah en fait, je fais ça et c'est tout. Et au final, il n'y a pas de meilleur business, il y a juste des meilleures stratégies et tu peux apprendre plein de nouvelles stratégies, mais les appliquer dans ton business. En fait, quand on a l'impression que les gens font plein de trucs, ils font pas plein de trucs, ils ont plein de stratégies et ils testent plein d'axes, mais ça reste toujours le même objectif principal. Donc là, il y a Et 2 objectifs principaux. L'objet, c'est vendre des livres, vendre des formations. Et après, qu'est-ce qui peut permettre de faire ça? Mais s'il y a un autre truc, c'est, je sais pas n'importe quel autre business, je vais bah, pas me ça, lancer, quoi. j'allais t'en parler, Nico, mais est-ce que toi qui as aujourd'hui une communauté qui joue à la fois sur ton business de base qui est Amazon KDP, et qui en plus de ça fait de l'infoprenariat, qui a une communauté, qui a une liste email, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va évidemment de pair, et aujourd'hui tu as une sacrée liste email aussi. Est-ce que pour toi, même si c'est à moyen ou à long terme, l'objectif du SaaS, donc du software as a service, le fameux, ça aussi, quand on a une communauté, on sait que c'est des business, avec ou sans communauté d'ailleurs, qui sont des business très intéressants. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou pas du tout, parce que tu restes justement dans ton truc de j'ai mes 2 objectifs et je monofocus ça, et puis ça, on verra peut-être plus tard. Mais... Si, carrément, j'y pense, mais au final, même par exemple, on avait parlé ensemble, et puis on peut en parler ouvertement là. Il y a 2 trucs qui m'intéressent, il y a l'agence et le software. Dans le sens où, mais au final, ça restera dans le même objectif d'apporter la valeur à ma communauté et de créer des livres. C'est-à-dire que j'aimerais bien, par exemple, créer un software avec de l'IA qui permet d'accélérer l'écriture de tes livres. Par exemple, ça, c'est la première idée qui vient quand tu es sur KDP. Et ben en fait, ça va me permettre de faire des livres plus rapidement et ça va me permettre de le vendre à ma communauté et ça va me permettre d'augmenter ma valeur en tant que formateur et la valeur perçue, etc. Donc en fait, c'est une synergie, donc ok. Et pareil, l'agence, si je me dis, je crée une agence qui permet de te faire tes couvertures pour toi, faire plein de trucs pour toi et tout, bah moi je l'utilise en tant que client, enfin c'est-à-dire que je sais que j'ai mon équipe, c'est mon agence et du coup je peux encore plus scaler mon business KDP. En même temps, je peux proposer ça à des clients qui en ont besoin et en même temps, je peux proposer ça par exemple en bonus de mes formations pour augmenter la valeur perçue de mes formations. Donc en fait, ça va être une synergie et pour moi, j'ai pas l'impression de me diluer si je fais ça. Par contre, si je me dis je vais faire une agence de automatisation IA et je vais prendre des clients de gros groupes pour automatiser leur process, alors là je suis en train de faire rien à voir avec ce que je fais d'habitude, quoi. Donc là non. Et par contre, ça veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite. Il y a aussi une histoire de timing, c'est que je pense que c'est quand même super dur de faire plein de trucs en même temps, à moins de s'associer et tout. Mais je te dis que ça m'intéresse, SaaS et agence, mais je suis pas sûr que je vais lancer ça la semaine prochaine, par exemple. Mais dans les prochains mois, années, c'est sûr que je lancerai ça. Ça me fait penser à une vidéo de Théophile Hélier, qui est aussi un pote, en tout cas à Franck et moi, qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur Malte. Et j'ai vu une vidéo récemment où il explique un petit peu comment est-ce qu'il s'associe aujourd'hui et comment il fait pour se détacher des boîtes dans lesquelles il s'associe, pour ne pas avoir à gérer 37 000 boîtes, tu vois. Bref, c'est assez intéressant. On va pas forcément rentrer sur ce sujet-là en profondeur, mais je pense qu'il y a des manières de faire qui... Enfin, il y a des options, quoi. Bah, je pense que le mieux quand t'as... De toute façon, tout le monde devrait construire son personal branding en même temps que son business principal. C'est-à-dire que faut se dire, genre moi je me dis mon business principal c'est KDP, je construis mon personal branding autour de KDP. Mais peut-être qu'un jour je ferai plus KDP, mais ça aura quand même été utile d'avoir construit un personal branding. Et du coup, au final, avec ton personal branding, même par exemple, nous on s'est rencontrés, non pas vraiment grâce à YouTube, mais
au final, si on s'entend, c'est aussi parce qu'on fait du business, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on fait du YouTube, parce qu'on fait plein de trucs. Et donc, en fait, il y a des rencontres qui sont créées grâce à ton audience, etc. Tu as des rencontres qui te permettent de t'associer, tu as des gens qui te contactent, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est trop puissant de créer son personal branding en même temps que son business principal. Et par contre, du coup, oui, tu peux pas tout faire. Donc, dans le sens où peut-être qu'un jour, tu dis, attends, je crée une agence, je prends 40% ou 30% de l'agence et le reste, c'est quelqu'un qui le gère. Et moi, je m'occupe juste d'amener des clients et de donner les idées, la direction, mais je vais pas être dans les mains dans le cambouis de gérer les freelances, etc., quoi. Donc, il y a moyen de faire un bon mix, comme tu dis, ouais, Théophile, bah, lui, il fait ça à un autre niveau, quoi, mais c'est ça qui fait. Il y a un sujet, je me souviens plus, Anto et Franck, si vous aviez tous les deux fait du t-shirt marketing ou pas à l'époque. Moi, un petit peu. Ouais, un petit peu pareil, mais rien de ouf. Au tout début, parce qu'on avait. Nous, c'est marrant, parce qu'on s'est aussi rendu compte Avec en rencontrant, Tizeli, je crois que c'était. Tizelis, ça, ouais. Ouais. Je crois que, je sais même pas si ça existe toujours, mais je crois qu'ils avaient bien niqué leurs affiliés avant de se barrer d'ailleurs. Si, ça existe encore, toujours. regarde. Si. Bah écoute, tant pis. Mais je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient eu des problèmes. Et en gros, donc nous, on avait fait un petit peu de t-shirt marketing au début. Je pense qu'on a été les premiers sur Impact IM à évoquer le sujet. Et on a vu un petit peu toute cette communauté autour, ce qu'on appelle le print on demand, mais qui à l'époque était très axé sur les t-shirts et à la limite un peu sur les mugs, tu vois, progressivement, mais au début très sur les t-shirts. Et on s'est rendu compte, en te rencontrant Nico, qu'on avait du coup des connaissances pas en commun, mais des gens qu'on aurait pu croiser si on avait un petit peu persévéré sur ce monde du print on demand, parce que des gens qui derrière ont été des gros acteurs du print en France. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu as commencé par le print. Alors l'objectif, c'est pas de faire pas de rétro-pédaler et d'en parler diplôme, mais juste, tu as eu ce début où, au-delà même de ce que tu racontais un peu plus tôt, avec tout ce qui est low content, donc là où il n'y a pas de contenu, là, tu as aussi fait du print avec des t-shirts, avec des trucs comme ça. En fait, j'ai commencé au tout début par Merch by Amazon, donc c'est la plateforme de print on demand d'Amazon qui est assez peu connue. En fait, c'est une plateforme par invitation, donc tu peux pas. Enfin, tu peux demander ton invitation, mais t'es pas sûr d'être accepté. Donc c'est pas tu t'inscris et puis tu mets tes t-shirts en ligne. Et en fait, c'est une plateforme qui du coup était disponible que aux US, UK et Allemagne à partir de 2016. Et donc moi, je crois que c'est en 2018. C'était un de mes tout premiers business. J'ai lancé ça et comme je faisais des maths, j'ai lancé des vieux t-shirts de maths horribles et tout qui ont jamais vendu. Et je me rappelle une fois, j'avais fait un t-shirt un peu trademark d'ailleurs sur. C'était un t-shirt sur un match de baseball dans une ville. Et j'avais vraiment vu un mec qui faisait ça, j'avais copié, enfin, je comprenais rien à ce que je faisais, j'avais aucune notion en business, j'avais juste vu, oh tiens, il vend, je vais faire pareil, quoi. Et du coup, j'avais fait, et boum, j'avais fait genre 10 ventes dans la nuit, un truc comme ça m'avait choqué. Et après, bon, c'était juste un match dans une ville, donc il n'y avait plus de ventes. Et là, ça m'a mis le déclic. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais lancer Merge by Amazon. C'est comme ça que j'ai acheté une newsletter d'un mec qui donnait des niches toutes les semaines. Et dans cette newsletter, j'ai découvert KDP. Donc c'est comme ça que j'ai découvert KDP. Et en fait, à l'époque, j'avais fait quand même un t-shirt à Noël qui avait ranké. C'était un t-shirt avec les chiens et tout. Et je l'ai même là, je peux le montrer, hein, je m'en fous. Et en fait, ce truc, il a continué à vendre et tout. Et il m'a débloqué des paliers. Et en fait, sur Amazon Merch, tu peux mettre que 10 t-shirts en ligne. Et après, quand tu vends 10 fois, tu peux en mettre 100. Et après, quand tu vends 100 fois, tu peux en mettre 1000, etc. Donc, grâce à ce t-shirt, j'ai débloqué des paliers. Et en fait, quand en 2021, je crois, Merch est arrivé en France, bah, je me suis relancé un peu dessus. Et j'ai mis quelques t-shirts en France avec mon compte qui était déjà là et tout. Et voilà, j'en ai un peu parlé sur ma chaîne et tout ça. Et tout ça pour dire que bah, aujourd'hui, Merch, ça me rapporte à peu près, lissé sur l'année, 2000 € par mois. Donc, et ça pour sur un truc que t'as pas touché depuis 3 ans. Alors, j'ai touché pas mal en 2021. 21, on dirait Anto. Par contre, en 2022, Anto, j'ai pas touché grand-chose, non. Et c'est fou, mais ça, c'est la puissance d'Amazon, quoi. Quand tu fais un t-shirt... Là, Ça, pour le coup, c'est du vrai passif comme on aime. Hein. Ouais. Donc, ça dépend les mois, mais par exemple, vous voyez, mois de juillet, je sais pas si on va voir la caméra, mois de juillet, j'ai fait 317 ventes. Ok. T-shirt. Donc, quasi 10. Moi d'ailleurs, 10 pour par jour. revenir au passif, c'est mon meilleur mois en passif alors que j'ai pas touché au site. Hein. Aïe. Ça fait combien, Anto? Fais-nous rêver. Je comprends au montage. Je vais vous dire. Non, je m'en bats les couilles. Ce mois-ci, nous sommes en passif à 4 970 €. Propre. Sans avoir rien touché.
Depuis 2 ans et demi, ouais. Ça me- Magnifique, propre. quand même, hein. C'est propre. Il n'y a rien à dire. Petite question, Magnifique. mon cher Nico, parce que toi t'en as parlé, et c'est vrai que je trouve que c'est un point assez important. Quel a été ton déclic? Vraiment le truc où tu t'es dit, ah ok, c'est possible de faire de l'oseille, et le truc qui t'a un peu fait partir, quoi. Moi, je crois que c'est la première vente, hein. Les premiers 1,20 € que tu fais, hein. C'est genre, je crois que c'est cette vente-là, le t-shirt baseball US, je sais pas quelle ville, là. Alors, quand Ok. tu vois que ton dashboard, genre, tu sais, tu te réveilles. Au début, tu lances, tu mets ton t-shirt, tu fais que de mettre à jour et tout. Il y a 0, 0, 0, 0. Et puis, un jour, tu vois, genre, t'as une vente. Et là, en fait, genre, j'étais complètement choqué. Ok. Et je crois à partir de là, j'ai dit, bah, c'est bon. En fait, je peux en faire plein d'autres, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment la première. Et j'avais dû gagner 2 €, mais c'était le déclic, quoi. Trop Après, bien. quand tu vois vraiment l'argent qui arrive sur euh, ton vrai compte limite Visa Electron jeune et tout ça, où t'as aucune thune dessus et que tu vois les 2,37 € virés, ah ouais, là tu te dis ok, ça marche et vas-y, je vais continuer. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un autre déclic, quoi, c'est juste à ce moment-là. Et puis avant ça, il y avait des vidéos, quoi. Enfin, après, comme tout le monde, j'ai commencé avec des vidéos YouTube. Je crois à l'époque, je regardais beaucoup Anthony Nevo et tout. Et Ok. genre, quand tu vois des mecs comme ça, qui ont l'air de partir de nulle part, qui font des vidéos, qui montrent leurs chiffres et tout, tu te dis, ok, vas-y, c'est un truc qu'à faire. Et d'ailleurs, je sais pas, mais moi, je sais que je suis quelqu'un, à la base, j'étais très influençable, dans le sens, tu sais, quand j'étais petit, je croyais un peu à tout, je suis un peu naïf et tout sur les bords et tout. Et puis après, quand je me rends compte de la douille, bah, je m'énerve, mais je m'énerve un peu trop tard en général, tu vois, je suis toujours un peu longueur Une fois d'avance. que tu l'as prise, Longueur de quoi. retard. C'est ça. Et du coup, j'ai toujours été un peu comme ça, crédule. Et en fait, je pense que c'est hyper puissant pour justement pas avoir de croyances limitantes. Parce Mm. que quand je voyais des vidéos avec des mecs qui faisaient des chiffres astronomiques, je me disais pas, ouais, c'est du mytho. Je me disais, ah bah ouais, bah, c'est bon. Donc j'ai jamais eu de Je suis assez blocage, quoi. d'accord Et je avec pense ça. qu'au final, si vous êtes un peu influençable et tout, s'il y a des plus jeunes qui nous regardent et que vous croyez un peu à tout, bah en fait c'est bien parce qu'après avec l'âge, tu vas prendre des trucs, du coup tu es beaucoup moins influençable et tu te fais moins avoir, mais cette espèce d'ouverture d'esprit de base, elle te permet de pas avoir de croyances limitantes. Hmm. Alors, évitons bien sûr de se faire influencer sur des décisions qui peuvent vous ruiner ou je sais pas quoi, hein. Bien sûr. Faut que ça soit un peu De mettre tout proportionnel. votre capital dans Bitcoin 3000, argent robot Oui, automatique. Nico m'a dit que c'était une bonne chose. Voilà, non, bien sûr, ça va de soi, mais on va dire, quand tu as quand tu es influençable un tout petit peu, pas trop, pour pas que ça soit dangereux pour toi, c'est pas mal, en fait. Intéressant. Et je pense si tout le monde est d'accord, je pense que on va arriver un peu sur la fin de ce podcast. La dernière chose, alors là, pareil, la même chose qu'avec Anto, je te demande même pas de chiffres, Nico, mais peut-être plus une idée assez globale. Mais tu as dit tout à l'heure que tu as parlé de ton chiffre sur KDP et tu as aussi parlé du fait que c'était une réalité que tu faisais plus, ou en tout cas que les infopreneurs au sens large faisaient plus avec leur infoproduit qu'avec leur business de base. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente ce plus? Enfin, tu vois, encore une fois, sans forcément donner de chiffres, c'est pas du tout ce que je demande et te mets pas dans la merde ou pas de malaise, mais le fait de, est-ce que c'est 2 fois plus, 3 fois plus, 1,5 fois plus, enfin, tu vois, plus de ce côté-là. Bah, moi, ça va être très simple, c'est que je pense que si tu es fort en infoproduit et tout, tu peux faire. Pour moi, si par exemple, tu te dis, je fais 1 000 € par mois avec ce biz, et je vous montre comment le faire. Tu peux faire 5 fois ce chiffre-là en vente de formation dès le début. Donc après, les ratios, ils s'équilibrent, etc. C'est pas parce que tu vas montrer un résultat que tu as fait 30 000 que tu vas faire x5 en formation le mois même. Mais pour moi, tu peux faire plusieurs multiples en vente de formation si tu es bon. Et donc, du coup, je pense que si quelqu'un nous regarde et il débute en business et tout, la meilleure manière de vraiment avoir un biz solide et tout, c'est tu prends une opportunité Make Money, tu fais au moins 1 000 € par mois avec. T'en parles sur YouTube, tu fais une formation et tu feras plus que cette opportunité. Et avec ça, tu te feras plusieurs milliers d'euros par mois sans problème. Je sais pas si ça peut Ouais. répondre à la question. Donc, je dirais que c'est en Partiellement. multiple. C'est en multiple. Je sais pas, en fait, après, je pense que ça dépend du niveau, hein. Tu as des infopreneurs de fous qui vont peut-être faire des x10 par rapport à ce qu'ils font avec leur propre bise. C'est pas mon cas, mais plusieurs fois, quoi. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que
tu peux nous partager, par exemple, combien, moi je l'ai déjà dit, moi qui suis en train de commencer tout juste à récolter des emails, etc. Pour le moment, la valeur d'un email que je récolte sur ma mailing list est environ à 6 euros. Est-ce que tu sais, toi, aujourd'hui, quelle est la valeur de ton email sur ta mailing list pour qu'on ait Alors moi, une j'ai idée? pas mesuré hyper précisément parce que en fait, je sais que j'ai une communauté qui me suit depuis longtemps et qui, quand je sors un nouveau produit, souvent il y a une base de fans et tout ça qui ont eu toujours un retour sur investissement avec mes programmes, qui achètent le nouveau programme. Donc du coup, je sais pas te dire par exemple la valeur par email dans les 6 prochains mois, tu vois. Mais moi, je dirais que je suis à plusieurs dizaines d'euros par email sur la globalité, tu vois, depuis le Ok. début. Ah ouais, Donc, c'est je sais, ça au final enfin, qui est ça me intéressant, je paraît trouve. pas déconnant, tu vois, Non, non, quand on tu peut gères pas bien dire. que tu es 20-30 euros par email, un truc comme ça. Hein. Bah, je sais que, par exemple, on en a déjà parlé, mais Stan Leloup, Marketing Mania, il a une trentaine d'euros par email. Je pense que, ouais, si tu es sur le long terme, en tout cas, tes emails vont te rapporter 30 euros un jour. Après, c'est pas forcément le mois prochain, quoi. C'est clair. Des gens, ils se mettent 6 mois à se décider, un an. Des gens, ils vont acheter tous les produits. T'as des gens, ils vont acheter qu'un produit. Mais globalement, ouais. Et ça, je pense que c'est des emails chauds. C'est-à-dire que là, je suis en train de tester en ce moment YouTube Ads et du coup, je vois une énorme diff de conversion et tout ça entre du froid et du chaud. Donc, quand des gens te découvrent via ton contenu organique sur YouTube, que tu as apporté de la valeur, tu as apporté une formation, tu leur as permis de faire les premières ventes et tout ça, la valeur de l'email, elle est bien, bien supérieure à quand tu balances une ads froide et que tu interromps le mec dans sa vidéo, quoi. Ça, c'est clair. Ok. Bah écoute, un grand merci, mon cher Nico, pour ce podcast. C'était très chouette d'avoir ton expertise, ton expérience et tout ce partage. Je pense qu'avant de boucler, on peut vous le dire. On a, même si ce n'est pas l'objectif de ce podcast à la base, on a réussi à négocier avec Nico pour avoir un petit bon de réduction de 10% sur ta formation. Du coup, Nico, qu'on mettra dans la description de la vidéo YouTube. Donc, si vous nous regardez sur Spotify et que ça vous intéresse, allez voir, ou alors vous trouverez Nico encore une fois sur sa chaîne YouTube. Et le code promo, du coup, c'est Wizards 10, donc WIZARDS 10 tout collé. Donc vous aurez 10% sur la formation de Nico si ça vous branche. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut à tous. Merci les Wizards de m'avoir invité. C'était cool. Avec plaisir. Ciao.